Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Warning, warning, warning. Cet épisode contient des passages qui risquent d'en choquer certains et certaines pour différentes raisons. Cet entretien fait suite à 2 lives d'analyse et debunk sur le discours du psychiatre et youtubeur Mikhaël Sikorav. L'idée initiale, si vous avez suivi l'affaire, c'était de comprendre pourquoi Mikhaël Sikorav affirme dans ses vidéos qu'il n'existerait dans le DSM qu'une poignée de diagnostics valides et fiables, une liste de 5 ou 6 troubles dont, selon lui, le TDAH ne ferait pas partie, et que justement, le TDAH pourrait souvent en fait cacher un trouble bipolaire léger. Alors je schématise, vous comprendrez mieux durant l'entretien. À cela s'ajoutent de nombreuses remises en question de la psychiatrie en général et du DSM en particulier, qu'il justifie en citant des experts et des études dont il dit que beaucoup ne sont pas comprises. Enfin, il le dit de manière plus agressive, mais c'est l'idée. Je précise un point important. Comme je l'ai dit dans la newsletter réservée aux contributeuristes d'Intensément, je ne suis pas un admirateur de Mikhaël Sikorav. J'apprécie la personne, je comprends son sarcasme et son côté provocateur, mais j'aime beaucoup moins son ton agressif et frontal. Et je comprends 1000 fois les personnes qui disent ne pas le supporter. En revanche, je dois reconnaître que grâce à lui, entre autres, j'ai beaucoup mieux compris certaines incohérences du monde psy et surtout des classifications du DSM, et ça, je ne peux le nier. Personnellement, je fais confiance au consensus scientifique international, mais j'ai envie d'entendre les voix discordantes du moment qu'elles ne sont pas complotistes ou farfelues, parce qu'elles permettent parfois d'avancer. Et dans ce genre d'entretien, pour moi, il est important non pas de rester neutre bêtement, béatement, mais d'adopter une certaine neutralité pour permettre à l'invité de s'exprimer d'abord, et puis parce que je n'ai pas le statut ou la légitimité pour dire à un psychiatre « Non, tu as tort et tu dis n'importe quoi ». Surtout qu'en vérité, je n'en suis même pas certain. Mais j'invite justement à bras ouverts et avec grand intérêt les spécialistes ou expertes qui voudraient répondre aux arguments de Mikhaël Sikorav de me contacter et on fera un entretien ou un live ou quelque chose avec elle ou il. Voilà, avant de lancer cet entretien exclusif, n'oubliez pas évidemment que tout ce travail demande du temps et de l'énergie et c'est mon boulot. Et si vous trouvez que Intensément vous apporte quelque chose, vous pouvez vous aussi lui apporter en rétribuant mon travail à sa juste valeur. Vous avez un lien dans la description de cet épisode. Ponctuelle ou régulière, votre contribution vous permettra de rentrer dans notre communauté, le vaisseau spécial, avec lequel vous aurez quelques bonus, la newsletter et la possibilité d'échanger avec la communauté sur notre groupe Discord. Merci intensément à celles et ceux qui font déjà partie du vaisseau spécial et bienvenue à celles et ceux qui vont nous rejoindre. Tout de suite, l'entretien avec Mikhaël Sikorav. Et un conseil, si vous trouvez que 2 heures c'est trop long, je vous comprends parfaitement. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter en vitesse x 1,25, 1,5, voire x2. Bonne écoute et bonne visionnade. Alors c'est parti, l'enregistrement a commencé. Donc Mikhaël Sikorav, docteur Mikhaël Sikorav. Faut l'appeler Mikhaël, hein, c'est plus ouais, simple. Ah d'accord, Mikhaël. On va pas s'en sortir. Ouais. Je te remercie d'avoir déjà été à l'initiative de cette rencontre, de ce débat, de cette discussion, de cette embrouille. Je sais pas comment on va voir ça. Je te remercie. Je vais peut-être te présenter vite fait. Alors là, parce que moi aussi, il faut que je présenter le contexte de ce pourquoi on va faire cette embrouille, ce débat, cette discussion. Parce que sinon, ça peut être mal interprété. Voilà, c'est ça l'histoire. Je l'ai vu arriver chez d'autres personnes, enfin, dans d'autres vidéos, dans des vidéos précédentes à toi. Donc, j'aimerais pas que ça m'arrive à moi aussi. Alors, évidemment, j'ai perdu le dossier qui me permettait de te présenter. Ben, c'est pas grave, j'ai présenté sans lire le dossier, donc ça ira tranquillement. Donc, tu es un psychiatre. Tu commences à être connu parce qu'en plus d'être psychiatre, tu es sur les réseaux sociaux et tu es youtubeur. Tu as un blog Substack aussi qui commence à être de plus en plus connu. En tout cas, dans ma bulle. Voilà, c'est ça l'histoire. Ok. Et on t'aime bien pour tes remises en cause de la psychiatrie. C'est ça qui nous intéresse, en tout cas, aux personnes comme moi. Mais c'est vrai que tu es aussi relativement clivant par rapport à tes prises de position et aussi par rapport au ton que tu emploies dans tes prises de position. Un ton que, quelquefois, on me reproche à moi aussi.
Donc voilà. Ah ouais, à toi aussi. Oh putain. On ne me reproche pas d'être aussi clivant que toi, mais on me reproche quelquefois d'être agressif. En tout cas sur les réseaux sociaux, pas dans mes vidéos, ça c'est sûr. Ok. Bah. Ouais. Moi, qui je suis? Je suis Raph du média Intensément, qui est un podcast, une chaîne YouTube. Et je préviens tout de suite, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je suis pas un expert, je suis à peine un vulgarisateur. Quand on me pose la question qui je suis, j'ai déjà répondu 2 fois dans des interviews que je suis un bouffon. En fait, je me considère comme un bouffon plus qu'autre chose. C'est ce que je suis. Par contre, mon média, il est intitulé à la recherche des infos les plus fiables possibles sur le HPI, parce que c'est comme ça que ça a commencé, et sur les neuroatypies, donc on va prendre les troubles du neurodéveloppement principalement, et ça s'est étendu à l'errance diagnostique, ça s'est étendu aux erreurs diagnostiques, et ça s'est étendu à une espèce d'investigation du diagnostic différentiel, que moi j'ai appelé les Olympiades du diagnostic différentiel. Et c'est avec ça qu'on s'est intéressé à tes vidéos, parce que, entre autres, tu remets en question tout un tas de diagnostics. Donc pour nous, c'est super intéressant. Mais moi, je vais essayer de pas lutter, comment expliquer ça? Je vais pas être contre toi en tant qu'expert si je suis contre toi. Je vais essayer de te faire comprendre ce qui me gêne dans certaines démarches. Je suis pas expert, moi. Hein. Je t'interromps. Je suis pas expert. Hein. Selon la définition courante, j'ai aucune expertise. Hein. Personne ne me reconnaît expert. Hein. On est d'accord. Selon la définition courante, tu n'as aucune expertise. Ah, oui, c'est vrai. Ah bah oui, moi j'ai pas publié. Tu demandes à des psychiatres experts, ils te diront qui c'est, il a machin. Enfin moi ouais. C'est vrai. Mais tu peux m'insulter de tout, mais pas de ça. Oui, voilà. Vous pouvez aussi, moi aussi, m'insulter. Il y a pas de souci. L'important, c'est qu'on sache que moi, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un psychologue. Je sais d'où je parle et c'est pour ça que je vais pas t'affronter sur certains trucs. Mais toi, tu vas essayer de t'expliquer sur les questions si tu te sens. Et pour mettre le contexte, donc, alors d'abord aussi, ça aussi, c'est pareil. Il faut que je précise. Pour moi, personnellement, je fais confiance au consensus scientifique international. Voilà, c'est là, je pense, où on va s'opposer. Je considère pas que les personnes que les voix discordantes, dont certaines sur lesquelles tu t'appuies pour faire tes vidéos et pour faire ton discours, je considère pas que ce sont des complotistes. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que, en général, ces voix discordantes, elles sont intéressantes. Mais pour l'instant, je ne vois pas pourquoi je leur donnerais plus de crédit qu'un consensus qui a été fait en théorie, sur plusieurs années, avec des centaines, voire des milliers d'études, avec des centaines, voire des milliers de chercheurs. Donc moi, je donne ma confiance, je ne suis pas croyant, je donne ma confiance au consensus international sur la psychiatrie, sur les différents troubles du neurodéveloppement, et sur ce qu'on retrouverait, entre guillemets, dans le DSM-5, même si, comme tout le monde, toutes les personnes que j'ai interrogées, pensent que le DSM-5 serait à réécrire, voire à jeter, voire à brûler comme toi, mais en tout cas qu'il y a un problème avec le DSM-5. Ça ne change pas, voilà. Pour mettre le contexte sur ce qui nous a amené à ça. Donc, le consensus international actuel, il dit que le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc c'est-à-dire quelque chose qui rentre dans la même case, entre guillemets, que l'autisme, que les troubles 10 ou que le trouble du développement intellectuel, qu'on appelait avant déficience intellectuelle. Et pour cela, il y aurait des preuves neurobiologiques, des preuves psychologiques, des preuves génétiques, héréditaires, blablabla, qui seraient avancées par le consensus international. Ça, c'est ce en quoi j'ai confiance. Il existe aussi un traitement reconnu à l'international, les psychostimulants, pour les personnes souffrant d'un TDAH avéré et résistant aux approches thérapeutiques classiques. Toi, par contre, ces derniers temps, enfin, peut-être pas ces derniers temps, mais moi j'ai découvert ça ces derniers temps, mais en tout cas, dans les dernières vidéos, tu as affirmé, en te basant sur des chercheurs qui sont selon toi respectables, mais on ne savait pas lesquels c'était, qu'il n'existerait que 5 ou 6 diagnostics valides et fiables en psychiatrie, dans lesquels on retrouverait le trouble bipolaire, le trouble borderline, l'autisme, mais on ne retrouverait ni le TDAH, ni la dépression, en tout cas ce que j'ai compris. En tout cas, on ne retrouverait pas le TDAH. Et tu fais référence à une liste initiale de 14 à 16 diagnostics, puis à une version donc restreinte à 5 ou 6 diagnostics.
Et moi, quand j'ai vérifié, j'ai trouvé que ce discours-là, j'ai pas retrouvé ça en fait. J'ai pas retrouvé vraiment ça. Donc, est-ce que tu pourrais déjà t'exprimer sur ce que je viens de dire, si c'est bien déjà ce que j'ai dit ou pas? Alors, et moi vraiment, moi j'adore la critique. Je veux dire, la science se fait sur la critique. Le principe même de la science, c'est les publications scientifiques qui sont sur la place publique pour être critiquées. Et sans ça, il n'y a aucun progrès. Donc, je veux dire, moi, si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord. C'est vraiment, ce sera jamais un problème. Alors, je pensais pas que tu allais passer 2 jours à chercher. Refais plus ça. La prochaine fois, je te dirai tout de suite. Je suis désolé. J'ai appris ça. J'ai dit, ah, merde. Non, c'est qu'il y a, en fait, l'histoire, c'est que il y a effectivement les 12 ou les 14. Il y a un problème avec l'homosexualité ou le DSM un peu foiré parce qu'en fait, ils l'ont supprimé, mais c'était encore là dans la version non spécifiée, tout machin. Ils l'ont viré que plus tard. Et en fait, il y avait les 12 diagnostics là. Et si tu regardes dans ces 12-là, avec les critères qu'ils avaient établis, il y en a qui, malheureusement, résisteraient pas vraiment à cette évaluation aujourd'hui, notamment avec les études génétiques qui ont un petit peu foutu le bordel. Et donc, moi, en fait, en pratique, vu que je vire les problématiques neurologiques, etc., en pratique, les psychiatres, ils se servent de entre 5 et 7, 6 diagnostics en moyenne. Donc, c'est bien cette liste-là. Épuré parce que malheureusement il y a 2-3 trucs qui sont pas très clairs. Il y en a peut-être 1 ou 2 qu'on pourrait rajouter, mais il y en a quelques-uns qu'on pourrait enlever. Dans les troubles de perso notamment, là il y a personnalité antisociale qui saute. Et donc en gros en pratique il y en a 6. C'est pas Alain Frances, hein. C'est vraiment pas Alain Frances. Lui c'est le gars qui a fait les travaux sur le DSM-4. Et en fait il a fait ce que font tous les chairmen du DSM, c'est qu'il a critiqué après une fois qu'il est parti. Ils font tout ça. Le souci, c'est qu'il a rien fait pour empêcher quoi que ce soit et il a rien modifié non plus. Donc, c'est un petit peu problème. Les éditions du DSM sortent parce que c'est un des premiers revenus de l'Association américaine de psychiatrie. Et du coup, quand ils mettent à jour et qu'ils font un nouveau manuel, ils font un paquet de pognon. Mais c'est ça qui fait que c'est mis à jour. C'est pas parce qu'on a des grandes problèmes, des grandes découvertes scientifiques ou je sais pas quoi. C'est vraiment financier. C'est pas grave, hein, mais il faut avoir ça en tête. Sauf pour le DSM-3. Du coup, je te réponds tout d'un coup. Oui, parce qu'en fait, évidemment, enfin, quand j'ai essayé de placer le contexte, j'ai pas tout dit parce que je pensais pas qu'on allait de suite enchaîner. Donc, je propose plutôt aux personnes d'aller voir. Je mettrai un lien et tu mettras un lien toi aussi. Les vidéos qui correspondent à ce dont on parle, parce que sinon les gens vont être complètement perdus. Ça va être compliqué. Mais si on reprend tout du début, ça va être un peu chaud. Si on reprend du début, en fait, je l'ai écrit, donc ça peut être court. Il y avait des travaux par des experts, cette fois-ci, sur la validité des diagnostics dans le début des années 70, qui aboutit à une liste de 16 diagnostics dans lesquels il n'y avait pas le TSA, il n'y avait pas l'autisme. Puis, il y a eu une évaluation de leur fiabilité en 78. C'est la liste que j'ai loupée, mais qui s'appuyait aussi sur la fiabilité interjuge. Ouais, avec une liste de 14 diagnostics plutôt que de 16, puisqu'ils ont enlevé l'homosexualité et la transsexualité. Et ça, c'était juste avant le DSM-3. Mais moi, j'ai pas retrouvé d'écrits, d'études qui disent, ben voilà, il y a 5, 6, 7 diagnostics à garder. Non, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est à partir de celle-là, il y en a que tu peux virer parce que, en fait, ça répond plus aux critères aujourd'hui. Et il y en a dont moi, je me sers jamais, tu vois. Genre, effectivement, l'addiction, c'est un diagnostic valide, mais c'est vrai que ça m'intéresse pas. Il y a pas trop de débat sur le truc. Et les diagnostics où il y a un peu de débat et qui sont intéressants pour moi, c'est la liste 6. Il y en a, en grosso modo, il y en a 6. Mais c'est à partir de cette liste-là. Hein. On est d'accord. Et l'histoire de cette... Okay. Pardon, ouais. Excusez-moi. Non, okay. Ah, c'est moi. Et en fait, l'histoire de cette liste, et c'est ça que toi, t'as pas dit. Alors, moi, j'étais pas là, on est d'accord. Donc, j'ai des retours de gens qui étaient là, qu'on lit, donc il y a des biais, etc. L'histoire de cette liste, c'est que le DSM-1 et le DSM-2, qui étaient psychanalytiques par essence, c'était psychanalytique parce que, notamment après la période de l'après-guerre et pendant la Seconde Guerre, on pouvait soigner des gens qui avaient des névroses entre guillemets, et du coup, qui allaient mieux avec la psychanalyse. Du coup, il y avait plein d'espoir. Et en fait, on s'est un peu tapé un mur et la psychanalyse posait souci. Parce que les psychiatres ressemblaient à des guignols,
à tel point qu'il y avait même les assurances qui refusaient de payer pour les psychiatres, tu vois, qui disaient, en fait, c'est pas des vraies maladies, votre truc. Deux, parce que les hôpitaux psychiatriques se remplissaient, tu vois, il y a personne qui sortait, donc on commençait à se dire, est-ce que c'est vraiment très sérieux ou pas? Il y a les médocs qui sont arrivés à peu près à cette période-là, et du coup, il y a un groupe de chercheurs, là, comme tu as dit, de l'Université Saint-Louis, qui nous dit, faut qu'on modernise la discipline, et du coup, qui ont trouvé les diagnostics qui répondaient à des critères de validité. On est d'accord. Donc ça, tu l'as dit dans la vidéo. Donc, est-ce que on arrive à prédire l'évolution dans le temps? Est-ce que les études familiales concordent? Est-ce qu'il y a des études en laboratoire, etc.? La réponse au traitement, taratatam. Je pense qu'il faut que les gens aillent voir directement. Et en fait, ces gens, donc, ils ont fait le DSM-3 et ces gens, ils ont planché, ça j'en avais parlé, pendant un certain temps pour mettre en évidence ces diagnostics. Et les diagnostics tels quels n'ont pas été inclus de cette façon-là dans le DSM-3. Donc, tu vois, par exemple, la maniaco-dépression, ça a été transformé en trouble bipolaire dans le DSM-3 et ils ont préféré mettre la polarité au lieu de la cyclicité. Okay. Donc, en fait, pour être bipolaire, il faut avoir fait un épisode maniaque. Pour être type 2, il faut avoir fait un épisode hypomaniaque, une dépression. Et si tu n'as pas fait ça, paf, tu es dépressif. Et donc, c'est devenu un truc d'exclusion. Est-ce que tu as fait une phase maniaque? Oui, non, pas, sinon tu es dépressif. Donc, en fait, rien qu'en mettant ça en place, ils ont déjà un peu souillé les travaux qu'avaient mis en avant les types de Saint-Louis, qui se disaient néo-crépliniens. C'est Créplin, là, le nom du psychiatre que tu n'arrives pas à prononcer. Ça s'invente pas, faut l'avoir entendu, ouais, ça s'invente pas. Qui, lui, avait mis cette distinction en place, tu vois, et en gros, il avait fait maniaco-dépression, c'est des gens qui font des phases maniaques ou des gens qui font des phases dépressives ou des gens qui font un mélange, mais ça revient régulièrement. Okay, donc en fait, on parle d'un docteur Créplin, c'était au début du XXe siècle. C'est pas, c'est pas un truc dans les années 70, 1970. C'est carrément le début du XXe siècle, je crois. Ah ouais. Et puis il a fait plusieurs bouquins. Je crois qu'il est né à la même époque que Freud ou je sais pas quoi. Il y a son élève qui était Eloïs Alzheimer qui a découvert la maladie d'Alzheimer. Et donc en fait, il y avait cet engouement pour une psychiatrie à jour, tu vois. Et le gars du DSM-3, il a dit, en fait, fuck. Il a dit, on va mettre les trucs de cette façon-là. C'est pas valable, mais avec le temps, on va améliorer. Et même si c'est pas valide, c'est pas très grave. Ce qu'on veut pour le moment, c'est que ce soit fiable. Donc là, c'est le problème de la licorne. Tu vois, la licorne, c'est pas valide, ça n'existe pas. Par contre, tout le monde parle de la même chose quand on fait la description de licorne. Tout le monde voit exactement de quoi on parle. Et donc, en gros, l'histoire des chercheurs de Saint-Louis, ils l'ont un petit peu eu dans l'os parce que on leur a dit, en fait, on dégage vos trucs. Ils ont mis la dizaine de diagnostics et ils en ont rajouté 260 et quelques, 280 et quelques. Et en fait, c'était tellement dur. Il y a un des types de l'équipe qui s'est suicidé. Pour eux, c'était vraiment un échec, quoi. Et les 270 diagnostics, ils étaient issus de la psychanalyse. Donc, tu vois, le trouble anxieux généralisé, par exemple, il était là pour que les psychiatres psychanalytiques puissent coder des gens qui étaient juste un changement de nom. Et le trouble anxieux généralisé, on voit qu'il n'y a aucune validité dans le diagnostic, dans le sens où les psychiatres sont pas d'accord pour dire qu'il a ou qu'il l'a pas, donc c'est pas fiable, et en plus c'est pas valide parce que ça évolue, il y a des comorbidités de partout. Si tu regardes les antécédents familiaux, ça n'a rien à voir. Donc ils ont un peu mélangé avec tout un paquet de trucs créés de nulle part avec de la psychanalyse camouflée, en fait. C'est ça qui s'est passé. C'est le DSM-3 s'est présenté comme la psychiatrie qui se met à jour, qui clive avec la psychanalyse, mais non, ça a été un échec. La psychanalyse a pris le dessus et du coup on a rajouté plein de trucs et on a un peu marché sur les trucs qui étaient valides et fiables. Donc c'est vraiment pas une très belle histoire pour la psychiatrie, en fait. Il y avait par exemple Elie Goons, je crois. Alors je sais pas si c'était Robin ou Goose, mais il y en avait un qui avait une sclérose en plaques et qui avait été considéré comme un hystérique par ses confrères psychiatres, tu vois, jusqu'au moment où on a découvert, non, en fait, c'est une sclérose en plaques. Je sais pas si tu vois ce que c'est la sclérose en plaques, mais tu peux avoir des manifestations neurologiques qui sont pas forcément évidentes à expliquer, vu qu'ils connaissaient pas. Donc, en fait, tu vois, il y avait vraiment des enjeux personnels
pour revoir le système du diagnostic et c'est un échec. Et donc depuis, on a une liste de symptômes, une liste de maladies, parce qu'on dit que c'est pas des maladies, c'est des troubles, mais en pratique, c'est des maladies. C'est utilisé comme des maladies. Ça, c'est important aussi, c'est parce que, alors, je voulais te poser une question. Faut m'interrompre. Après, on va revenir sur la maladie. Ça, c'est un discours que tu tiens toi ou que d'autres personnes tiennent? Parce que moi, j'ai retrouvé ce discours presque mot pour mot, alors presque, dans l'interview que tu as fait de Nassir Ghaemi, qui est un spécialiste de la bipolarité, qui lui aussi s'oppose, lui aussi dénonce la fiabilité et la validité du diagnostic de TDAH. Alors en fait, moi, je récite pas ce que j'ai entendu des gens. Il se trouve que sur Ghaemi, je suis d'accord parce que je l'ai regardé ailleurs. Et moi, et quand il parle, j'aime bien, donc ça ressort comme ça. Mais c'est pas que je suis Ghaemi. Il y a l'histoire du DSM qui est décrite dans un bouquin de Anna Baker, je crois. Et ce que je viens de te dire, il y a les gens qui étaient présents qui l'ont décrit dans d'autres situations. Et il y a aussi les DSM trials, tu vois, donc les études pour voir si c'est fiable ou pas, où effectivement les chiffres sont catastrophiques. Donc ils mettent un kappa supérieur à 0,60. On dit que c'est bon. Qu'est-ce que c'est kappa? Donc c'est le coefficient qui permet de savoir si, quand plusieurs médecins diagnostiquent la même personne, ils vont donner le même diagnostic. Ouais, je pense qu'il faut qu'on mette l'image. Je pense qu'il faut qu'on mette l'image parce que si on dit toi et moi, on est d'accord dans 50% des cas, ça parle à peu près aux gens. Si on dit on a un coefficient de corrélation kappa égal à 0,82 sur un diagnostic, ça parle pas trop aux gens. Et en fait, je pense qu'il faudra qu'on mette l'image pour expliquer un peu, mais si tu prends des experts formés au DSM qui font que ça, hein, dans des études qui sont faites par les chercheurs du DSM, tu te rends compte qu'il y a des cas où les gens ne sont pas d'accord. Dans plus de la moitié des cas, les données sont juste pas utilisables. Trouble bipolaire de type 2, par exemple, c'est une catastrophe. C'est catastrophique, honnêtement. Et quand tu sais que sur ces diagnostics-là, tu mets des gens sous lithium ou sous neuroleptique ou je sais pas quoi, c'est extrêmement flippant. Et donc, c'est toujours pareil. Mais par contre, toi, tu dis que moi, dans ma vidéo, j'ai recherché, alors, encore une fois, j'ai pas cherché pendant 20 ans, j'ai recherché les CAPA officiels des DSM Trial. Sur le TDAH, ils disaient qu'ils étaient très bons. Et toi, tu m'as dit, mais non, c'est une erreur, ils sont pas très bons. Voilà, parce que toi, tu t'es fait avoir avec la moyenne. C'est une erreur classique. Elle est tout le temps là. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est eux qui disent sur le truc, il y a écrit kappa. Oui, mais toi, quand tu lis l'article, c'est des mecs qui font le DSM-5. Donc eux, ils sont biaisés, il faut que ce soit le mieux possible. Et en fait, si tu fais 2 études avec un kappa à 0,7, c'est pas pareil que si tu fais une étude à kappa à 0,8 et un kappa à 0,6. On est d'accord? Oui, évidemment. Oui. Et donc là, c'est ça qui s'est passé. C'est que sur les 2 études qui ont été faites, il y a un kappa qui est à 0,7, je crois, et un kappa, alors là, faut pas me citer, je suis pas sûr de moi à 100%, mais un kappa qui est beaucoup plus moins, quoi. Je crois qu'il y a 0,2 points de moins. Donc en fait, sur 2 études, t'as au moins un lieu avec des centaines de patients où des experts dont c'est le métier, qui ont des enjeux financiers et de réputation à ce que ce soit fiable, n'arrivent pas à être d'accord. Donc, je te laisse imaginer si tu fais le kappa dans des CMP avec des psychiatres qui n'ont aucun enjeu et qui ont beaucoup moins de temps. Et je te parle pas du kappa sur les réseaux sociaux où c'est catastrophique. Donc, en fait, les chiffres qu'on a, il y a des fois, il y a qu'une étude. Il y a des fois où il y a plusieurs études. Et il y a des études où c'est très, très faible et on sait pas dire pourquoi. Et ça pose un souci, honnêtement. Si moi, je te sors un examen médical et qu'il y a un centre où c'est à peu près valable, il y a dans 70% des cas, tu es d'accord. Et il y a un centre où tu n'es pas d'accord une fois sur 2, je me fais refouler. Ça se fait refouler. En psychiatrie, ça passe, mais là, ça se fait refouler. Et donc, en fait, c'est le souci, c'est que le DSM a décidé de supprimer la validité des diagnostics pour les rendre fiables. Mais en fait, la fiabilité n'est juste pas au rendez-vous et la validité. C'est-à-dire, alors, attends, excuse-moi, réexplique cette phrase. En fait, c'était ce qu'avait dit. De supprimer la fiabilité pour les la viabilité, la validité, non. C'est ça. Au début, il fallait que les psychiatres soient d'accord parce que c'était vraiment mauvaise presse. Il y a un moment où ils sont avant le DSM-3, les types ont pris le téléphone, ils ont dit allez, on supprime l'homosexualité. Ça posait problème pour 2 raisons. 1, on ne sait pas trop ce que ça venait foutre là-dedans, et 2,
si c'était là-dedans, c'était chelou que les mecs le suppriment comme ça, tu vois. Donc, il y a le grand public s'est rendu compte que, bah, putain, tu peux supprimer un diagnostic d'une minute à l'autre avec une pression sociale. Et donc, les gens estimaient que les psychiatres étaient même pas capables de faire les diagnostics. Donc, ce qu'on voulait, c'est que les psychiatres soient tous d'accord. Donc, on a supprimé, on a diminué, on a sacrifié la validité du diagnostic au profit de la fiabilité. Et du coup, on a décrit des chimères. On a décrit des licornes, on a décrit des trucs et des machins. Et l'idée, c'était que les gens soient d'accord pour que la psychiatrie arrête de passer pour une fraude le plus vite possible. Tu vois. Et à terme, avec les études, etc., on devait remodifier tout ça et réinstaurer un peu de validité au fur et à mesure. Mais il fallait que ça se fasse et que ça se passe vite. Il y a un truc que je ne saisis pas dans ce que tu dis. C'est que si ce que tu dis, si ça s'est passé comme tu le dis, ça signifie qu'en fait, pour toi, enfin, je sais très bien que pour toi, c'est pas le cas, mais l'homosexualité et la transsexualité méritaient d'être dans cette liste en tant que maladie fiable. Alors moi, j'ai honnêtement j'ai aucune donnée sur c'est les considérations qu'ils ont eues à ce moment-là. Honnêtement, moi, je pense que la psychiatrie, pour moi, ça me choque pas dans le sens où c'est pas que je pense que c'est une maladie, c'est que la psychiatrie est blindée de batailles sociétales qui n'ont rien de scientifique. Et ça a toujours été le cas et je pense que ça n'a pas bougé. Quand tu vois l'histoire avec l'autisme, là, on n'est pas au bout de nos peines. Mais avec l'autisme, bon, vas-y, finis et après je te reprends. Faudra qu'on en reparle. On ne peut pas parler de l'autisme, c'est pas possible. Et du coup, c'est pas parce que les types de Créplin là, les néo-crépliniens ont fait, ça veut pas dire que c'était vrai. On est d'accord, il y a des trucs qu'ils ont dit qui étaient faux. Ce qui pose problème, c'est que la démarche qu'ils voulaient mettre en place n'a pas été suivie. Probablement que l'homosexualité, avec le temps, ça aurait fait partie des trucs qui auraient dégagé, honnêtement, mais il y a d'autres trucs. Tu vois, la personnalité psychopathique, aujourd'hui, on estime qu'en fait, c'est pas trop valide non plus, on s'en sort pas, et du coup, ça a sauté. Donc, ça veut pas dire qu'ils avaient raison. Ce qui, moi, je pense, c'est important, c'est que ces principes de validité diagnostique, autres que des symptômes à un instant T flash, tu vois, eh ben, à mon avis, ça aurait sauvé pas mal de gens, parce qu'on voit bien une des raisons qui font que ça va pas, qu'aujourd'hui les psychiatres et le grand public font la liste de symptômes, ils additionnent les critères, ils voient si c'est bon et puis c'est parti. On l'avait vu avec Nicolas là, où c'est pas qu'il est bête, hein. Je pense qu'il est loin d'être bête et justement c'est le problème. Un type qui est loin d'être bête, en fait, se fait avoir et compte les critères de l'autisme un par un et voit s'il y a assez de critères ou pas. Et donc il y avait cette idée d'évaluation dans le temps, que ce soit dans le passé avec les antécédents familiaux et dans le futur avec l'évolution des symptômes, etc., qui a complètement sauté du DSM et qui a porté préjudice et qui continue de porter préjudice, à mon avis, de façon assez sévère. Mais c'est pas pour ça qu'ils avaient raison. Tu vois, le trouble bipolaire de type 2, la validité est très très problématique. Hein. Je veux dire, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. On est d'accord. Ça veut dire que ces symptômes n'existent pas. C'est-à-dire que si tu rassembles ces symptômes sous le groupement bipolaire type 2, ben les gens sont trop hétérogènes. Il y a des gens qui répondent aux antidep, des gens qui répondent pas aux antidep, des gens qui ont des antécédents familiaux, d'autres qui n'en ont pas, des gens qui vont être en guérison, des gens qui vont pas en l'être, et ça pose un vrai problème. Justement, dans la vidéo que j'ai faite, je disais que Frances Allen, donc qui a fait le DSM-4, il venait de faire un tweet il y a pas longtemps, il y a quelques mois, où il disait qu'il regrettait, ou il y a quelques années, en 2023, ou il y a quelques mois, où il disait qu'il regrettait avoir mis le trouble bipolaire 2 dans le DSM. Bah ouais. Et Nassir Gaimi, donc que tu as interviewé, il dit la même chose. Enfin, il préférerait qu'il n'y ait pas le trouble bipolaire 2, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, attention. Moi, je vais dire ce que j'en pense. Je sais pas trop. Parce que justement, c'est ça qu'on veut savoir. Je suis pas trop sur l'argument d'autorité. Moi, honnêtement, de base, je pense que je suis pas très soumis à l'autorité. Si tu me dis ce type est intelligent, fait ce qu'il dit, ça me va pas trop. Gaimi, il est trop intelligent. C'est-à-dire que il connaît trop de trucs. Tu peux même pas discuter avec lui. Je dis pas toi, hein, je dis même moi. Ah si, moi les interviews qu'il a fait, les gens en parlent et ils sont stressés parce que il a fait de l'histoire de la médecine, il est passionné et il est brillant. Et le mec, en fait, moi honnêtement, je pourrais pas discuter avec lui parce que il connaît tellement de trucs que, tu vois, si je te dis ça, il pourrait dire, ouais, mais là, à cette époque, des gens disaient l'inverse, donc qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, tu te fais vite niquer, c'est difficile de suivre. Donc, pour préciser, Nassir Gaimi, tu as fait une très bonne interview. Ça, c'est Nassir Gaimi. Une très bonne interview. Il considère, lui, il est connu pour ça,
c'est une grosse voix discordante du DSM-5 et il est plus ou moins isolé. C'est ça le problème, moi, ce que je trouve, c'est que toutes ces voix discordantes, elles sont isolées. Il le dit lui-même dans ton interview, il dit qu'il est isolé. Donc, il propose, lui, il dit carrément que c'est de là d'où j'ai tiré le titre de mes vidéos, que le TDAH, ça serait, entre guillemets, une imposture, que ça serait pas un trouble du neurodéveloppement, et que le TDAH, en réalité, ça serait un trouble de l'humeur ou probablement un trouble bipolaire léger. Et on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire, pour lui, le TDAH, en tout cas surtout le TDAH adulte, ça serait pas un trouble du neurodéveloppement et ça serait pas un diagnostic fiable et valide. C'est pour ça qu'on parle de lui. Alors, j'essaye de te répondre, mais j'ai plein de trucs. Donc, faut me dire s'il manque des choses. Et je reviens sur Alain Française. Alain Française, c'est pareil. Ça fait partie des gens. Il y en a pas 50, honnêtement, comme ça. Tu vois, même moi, je veux dire, on dira pas, mais moi, je vois 40 patients par jour. Et de mon temps libre, je fais que de la psychiatrie. Donc, si je fais ça pendant 20 ans, tu finis par avoir un niveau de connaissance qui dépasse un peu l'entendement, honnêtement. Française et Gamy, c'est le même truc. Et du coup, attends, excuse-moi, il y a ma femme. Ah oui. Et du coup, Française, moi, je lui reproche un peu de faire du tweetos un peu putaclic parce que il n'y a pas de nuance dans ce qu'il dit. Et il le sait très bien, il est loin d'être con, il le sait très bien. Le problème, c'est que si tu veux faire du tweet, la nuance n'intéresse pas beaucoup de monde, ou en tout cas de moins en moins. Et donc en fait, Gamy, quand il dit, c'est un peu le même problème. Gamy, quand il dit le trouble bipolaire de type 2, le TDAH n'existe pas, c'est des troubles de façon certaine. Il dit plus que ça, hein, Gamy. Il dit plus que ça. Il dit que le TDAH a été, il est dans cette ligne de le TDAH a été créé par les industries pharmaceutiques. Il dit que l'intérêt et le développement du TDAH, ça a été fait par l'industrie pharmaceutique. Il y a une partie de ça qui est absolument indéniable. L'histoire est claire sur le TDAH de l'adulte notamment, où le laboratoire Lilly a essayé de faire de l'atomoxétine. Donc ça, c'était un antidépresseur. Il y avait la théorie de la sérotonine, tu me dis c'est hors sujet, hein, mais il y avait la théorie de la sérotonine, et puis on a vu que la sérotonine, dans la dépression, c'était pas si efficace que ça, malgré des molécules qui t'éclatent ta sérotonine. Tu vois, tu prends du Prozac, t'as beaucoup plus de sérotonine 3 heures après, donc c'est pas un souci. Pourtant, ça marchait pas de ouf. Et du coup, Lilly avait essayé de recycler un vieux truc qu'ils avaient dans les tiroirs, l'atomoxétine, ça marchait pas pour la dépression, et ils ont essayé de filer ça pour les adultes. Parce qu'en fait, chez les enfants, il y avait déjà le méthylphénylate. Il n'y avait pas forcément besoin, il y avait les amphetamines déjà avant. Et du coup, le TDAH de l'enfant, c'était traité, c'était pas un souci. Ceux qui ont poussé la reconnaissance du TDAH de l'adulte, c'est le laboratoire Lilly avec ses experts. Et c'est là que ça a explosé. Ok, je te dis pas que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas des gens qui ont un TDAH qui se maintient. Non, c'est pas. Alors, c'est peut-être ce qu'il dit, mais c'est pas ce qu'il pense. Il est obligé de faire simple. Ah ben, je te jure, j'essaierai de faire. Il est obligé de faire simple. Moi, ce qui lui le gêne, pardon. Vas-y. Non, ce qui lui le gêne, c'est que après ça va partir dans tous les sens si je commence à intervenir et à dire ce que j'ai dit. Ce qui lui le gêne, c'est que si tu prends des gens, c'est que il n'y a pas les tempéraments thymiques dans le DSM. Ça n'a pas été fait. Il y a la cyclothymie qui est faite n'importe comment, c'est imbitable. Il y a la dysthymie qui, pareil, on comprend pas trop. Et en fait, ce que lui... Il faut que tu expliques ce que c'est les tempéraments, parce que la plupart de nous, on sait pas ce que c'est le tempérament. Ce que lui reproche, c'est que... Ce que j'aimerais bien juste préciser dans cette discussion qu'on a depuis tout à l'heure, parce que c'est un reproche qui revient dans tous les commentaires que j'ai vus, de la part de psychiatres aussi, c'est que ces approches-là, Kraepelin ou les tempéraments, c'est vieux. Et ça ne prend pas en compte les avancées de la psychiatrie et de la science de maintenant. Donc, est-ce que tu peux expliquer le tempérament? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'on reviendrait à des trucs du 19e siècle? Parce que c'est pas parce que c'est vieux que c'est faux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une réponse. Ça, c'est sûr. Sur le plan des médocs. Mais alors, digression... Sur le plan je te fais les médocs juste avant. Digression, moi, ça me tient à cœur. Parce que sans Gamy, je serais probablement mort, honnêtement, parce que je me suis rendu compte de trucs qu'il avait dans ses bouquins que j'ai appris nulle part ailleurs.
Et il y a aussi d'autres voix qui t'expliquent qu'en fait, c'est pas parce que c'est vieux que c'est mauvais. On a des vieux médocs qui marchent de dingue, mais qui font plus de fric, et du coup, qui ont été poussés par les labos via des experts dehors, et on nous a filé des nouveaux médocs qui marchent pas. Genre, les inhibiteurs de la monoamyline oxydase, c'est des antidépresseurs qui augmentent la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Et aux gens dépressifs résistants, aujourd'hui, on leur met des neuroleptiques qui bloquent la dopamine et la sérotonine. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Avec toi, je comprends absolument. Ouais, non, mais c'est un exemple. Il faut vraiment faire gaffe avec. C'est pas parce que c'est vieux que c'est faux. Les tempéraments en termes de validité. Pardon, je parlais pas des médicaments. Je parlais de. Ouais, non, mais c'est un exemple. L'approche krapelinienne ou krapelinienne, ça y est, je sais plus comment on dit, et les tempéraments. Donc là, il y a deux trucs. Il y a les tempéraments et en fait, il y a des études où c'est validé de ouf et c'est un rapport avec le Big Five sur la personnalité. Donc, tu peux trouver des trucs discordants, on est d'accord. Hein, mais donc, pour les tout. tempéraments, ça serait au-dessus parce que on n'a toujours pas expliqué ce que c'est. Ça serait plus ou moins, ça serait ce qui sous-tend notre nature. En fait. Alors, en fait, tu as les personnalités. Au-dessus des traits, quoi. Ouais, en gros, tu as la personnalité, tu as les tempéraments. Il y a des interactions qui, honnêtement, je pense que ça vaut pas le coup de rentrer là-dedans. Et ce dont parle Gaimi, c'est les tempéraments thymiques. Et donc là, c'est vraiment des gens qui peuvent avoir des tempéraments thymiques sans avoir de maladie de l'humeur. Donc, tu peux être hyperthymique sans avoir de troubles bipolaires. Tu es à risque, mais tu peux l'avoir que ça. C'est là mon problème. Et dans les gens bipolaires... L'hyperthymique, donc, c'est celui qui est toujours à donf. On est d'accord? Alors, hyperthymique, par exemple, tu vois, c'est moi. C'est-à-dire que... Moi, c'est moi. C'est ça mon problème. Alors, moi, je te connais pas, mais tu vois, la description, tu vois, de la phase maniaque, c'est une agitation psychomotrice, mais qui finit par poser des problèmes. On est d'accord? Et tu as des gens qui sont juste en dessous et qui restent comme ça. Donc, tu vois, c'est des gens... Et donc, lui, il dit, excuse-moi, puisqu'on est lancé là-dedans, lui, il dit, j'ai vu des phrases de lui qui dit, le TDAH, une certaine forme du TDAH, ça serait cette hyperthymie-là. Donc, ça serait un tempérament. C'est ça. Ce que je donc sais, là, la phrase, c'est que la phrase clé, c'est une certaine phrase. C'est une certaine partie de gens qui se plaignent de TDAH, en fait, sont hyperthymiques ou cyclothymiques. Et surtout, il faut pas leur filer de psychostimulants parce que tu peux n'être que dans un tempérament affectif et avec des psychostimulants, finir par être complètement bipo. Il faut avoir en tête que lui, comme moi, on voit tous les jours, je te jure, tous les jours, des gens qui viennent et qui étaient étiquetés TDAH et qui ont des symptômes de TDAH, il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils ont ça, qui se retrouvent avec de la Ritaline et qui vrillent sur le plan de l'humeur. Je pense personnellement, mon expérience personnelle, c'est que la Ritaline est aussi efficace sur les gens avec un TDAH pour les améliorer sur le plan de la concentration, etc., qu'elle est efficace sur les gens avec un trouble thymique pour les faire vriller. Je veux dire, on en a vraiment un paquet. Je vois ce que tu veux dire, mais je comprends pas. Alors, parce que là, j'ai envie de partir loin. Je comprends pas en quoi un tempérament qui serait, parce qu'en gros, le tempérament hyperthymique, donc si j'ai pas un TDAH adulte, puisque moi j'ai un diagnostic de TDAH adulte, si j'ai pas un TDAH adulte, la seule chose qui y ressemblerait, ça serait un tempérament hyperthymique pour moi, ça serait d'être toujours à donf, toujours content, toujours partant. Donc déjà, je vois pas en quoi c'est un problème. Donc, non, c'est pas un problème. C'est pour ça d'ailleurs que Française, c'est que le tempérament hyperthymique n'est pas un problème à la base. Mais c'est pour ça que Française voulait pas les mettre dans le DSM du coup. Mais ce que j'ai pas compris, c'est pas un souci. Aussi, l'incohérence que j'ai pas compris, c'est que donc il dit que ça serait donc ces tempéraments hyperthymiques, donc un concept du 19e siècle. Et quand j'ai fait des recherches, il y a 500 fois plus d'études sur le TDAH que sur le tempérament hyperthymique. Donc, il parle de viabilité et de fiabilité sur un truc qui apparemment n'a même pas le tempérament hyperthymique n'a pas de consensus. Si j'ai bien compris moi, mais toi tu me dis le contraire. Alors non, c'est pas ça. C'est que le nombre d'études et en fait toi tu sais pas comment sont faites les études scientifiques. Les gens savent pas honnêtement et c'est dommage. Et franchement, il faut qu'on prenne 5 minutes. Je pense que tu me dis si ça t'intéresse pas. Mais on est là pour ça. Mais non, il y a tout qui nous intéresse. Le problème, c'est qu'on risque de partir dans tous les sens parce qu'on est tous les deux des personnes qui partent. C'est pas grave. Moi, j'ai jusqu'à 17h30. C'est peut-être pas toi. Mais franchement, c'est important. C'est essentiel.
à mon avis. C'est important parce que nous aussi, on a besoin, enfin, je t'avoue que moi, j'ai besoin de savoir où tu te places. Parce que j'ai envie de te faire confiance, mais je suis aussi beaucoup de spécialistes, beaucoup de psychiatres, beaucoup de psychologues qui disent en gros que ce que tu dis, ce sont des hérésies, comme ce que dit Nassir Gaimi, ce que dit Alain Frances ou ce que dit Mautron, ça serait vraiment des hérésies. Et moi, j'ai trouvé quelques incohérences, j'arrive pas à les placer. Là, je viens d'en placer une. Le fait qu'ils disent que le TDAH, ça soit pas fiable et pas valide, et ils se basent sur l'hyperthymie qui est au niveau des études, de ce que j'ai compris, 500 fois moins fiable et valide que les études sur le TDAH. Alors, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a 500 papiers que c'est fiable et valide. On est d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est important. Lui, il se base pas sur son avis. Il y a des études sur le TDAH où tu vois que ceux qui sont décrits comme ayant un TDAH dans l'enfance n'en ont pas à l'âge adulte. Et ça, pourquoi pas. Mais tu vois aussi que ceux qui avaient un TDAH à l'âge adulte et qui ont été traités pour, n'en avait pas dans l'enfance. Et en fait, l'évolution symptomatique et fonctionnelle du TDAH telle qu'elle a été décrite au début, malheureusement, elle se retrouve pas dans la littérature. C'est pas tout à fait ce qu'on s'attendait à voir. Mais il y a une bataille d'études, parce que si tu vas dire ça, moi je vais interroger un autre psychiatre qui va me dire, mais oui, en fait, il y a tout un tas d'études qui montrent que les enfants avec un TDAH sont à 50%, 65%, 70%, il y a des études qui disent même au-delà, où le TDAH se maintient à l'âge adulte. Pour répondre à cette question-là, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire venir sur un plateau un psychiatre pour et un psychiatre contre. Et du coup, là, c'est des arguments de comment tu hiérarchises les études. Si moi, je te sors des études randomisées prospectives sur 8 ans ou 10 ans, c'est pas pareil qu'une étude rétrospective financée par un labo. Tu vois. Donc, en fait, là, c'est vraiment une question de à quel point tu es bon pour mettre en avant tes preuves. C'est peut-être plus du domaine de l'avocat que de la recherche scientifique, mais pour répondre à ta question, ça a à voir avec le niveau de preuve, la solidité de preuve que tu peux avoir, et c'est vraiment pas lié au nombre d'études. Le TDAH, c'est un pognon de malade, hein. Il faut avoir en tête. Je veux bien, mais justement, à ce propos de pognon, moi j'ai retrouvé une controverse entre Gaimi et une personne qui apparemment est un ponte aussi de la psychiatrie, que Gaimi apprécie, David Healy. Ouais. Et donc, David Healy, je te lis le texte parce que tu vas voir, parce que c'est assez marrant. Ça, c'est Gaimi qui parle. Je me sens obligé de commenter l'article sur le trouble bipolaire rédigé par mon ami et collègue David Healy. Je respecte le docteur Healy en tant qu'historien de la psychopharmacologie et de la psychiatrie. Alors, c'est un historien qui critique le DSM et je connais, t'inquiète. Qui critique la médicalisation. J'ai été impressionné par ces recherches historiques qui ont mis en lumière des aspects économiques et sociaux de l'essor de la psychopharmacologie au fil des ans. Je pense que ces critiques spécifiques concernant la probable surconsommation d'antidépresseurs en Occident ces dernières années, ainsi que l'influence de l'industrie pharmaceutique, sont fondées à bien des égards. Je trouve également convaincante la série d'articles qu'il a fait sur la propagande de maladies, notamment en ce qui concerne de nouveaux diagnostics potentiels comme le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez l'adulte. Et c'est là où c'est rigolo, mais il dit « Je dois cependant m'opposer à l'inclusion du trouble bipolaire dans ces entités aussi récentes. » C'est-à-dire que moi, ce qui me fait délirer, entre guillemets, chez ces voix concordantes, plus ou moins, c'est qu'elles se tirent dans les pattes. Et que là, t'as un article de David Healy qui dit qu'en fait, dans les années 70, le trouble bipolaire a été développé parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à prescrire du Valium. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est la phrase qu'il dit. Donc, on va retrouver des gens qui sont, entre guillemets, dans le même camp et qui se tirent dans les pattes. Mais il n'y a pas de camp, en fait. C'est là le truc. David Healy, alors, ce qui unit ces gens-là, c'est qu'ils ont conscience de l'influence des laboratoires pharmaceutiques dans notre clinique, dans l'utilisation des médocs, dans nos diagnostics. Tu m'entends toujours? Oui. Dans nos diagnostics, etc. Ça, c'est un truc qu'ils ont en commun et honnêtement que moi, je partage. Voilà, et la phrase, excuse-moi, je te recoupe parce que j'ai la phrase de l'article de Healy qui dit le fait que les médecins américains aient si rarement posé ce diagnostic, il parle de diagnostic de trouble bipolaire, avant 1970, année de l'introduction du lithium aux États-Unis, est difficile à expliquer. Et donc, lui, il accuse le trouble bipolaire d'être une invention de Big Pharma, en gros.
Alors là, c'est facile à expliquer parce que si tu trouves une solution, tu as envie de t'en servir. Oui, voilà. Donc, c'est pareil au niveau du TDAH. C'est ça que je comprends pas. Non, l'erreur, c'est que le lithium, tu peux pas faire de fric avec parce que c'est un ion naturellement présent dans la Terre. D'accord, mais c'est peut-être un des points. Mais bon, oui. Non, mais lui, il dit pour faire du fric par Big Pharma, mais il n'y a pas de Big Pharma avec le lithium, en fait. C'est que du générique. Personne ne s'est enrichi avec le lithium parce que c'est un élément présent naturellement et donc tu le vends que dalle. Et moi, là, le lithium que je prends à la pharmacie, c'est 3 €, je crois, ou 5 € les 90 médocs. C'est vrai, mais par contre, le fait d'être une voix, alors attends, je t'accuse pas à toi, hein, mais le fait d'être une voix concordante comme Nassir Ghahemi, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, s'il était comme Alain Frances, un des trucs que je me dis, c'est s'il était comme Alain Frances, où il dit, il y a rien qui va. Dans le DSM-5, il n'y a rien qui va. Bon, voilà, il n'y a rien qui va, c'est à chier. Mais Nassir Ghahemi dit, le TDAH, ça va pas. En fait, je pense que le TDAH, c'est, comme par hasard, le trouble pour lequel je suis spécialiste et pour lequel j'ai fait plein d'études et pour lequel j'ai un podcast qui est suivi par des centaines de milliers de personnes et des vidéos et des formations et des trucs. Donc moi, j'ai l'impression qu'en fait, il tire la couverture à lui, il dit, non, ça, c'est pas... Enfin, c'est une impression, c'est juste que je dis à chaque fois, je traque des trucs qui me paraissent incroyables. Parce que s'il disait juste le TDAH, ça fonctionne pas, d'accord. Mais il a une explication du TDAH qui correspond comme par hasard à ce qu'il fait lui, à ce pourquoi il est spécialiste. Donc là, pour moi, il va un peu loin parce que de façon très claire, il y a des gens qui ont un TDAH tel que dans le DSM. Il y a une évolution et des antécédents familiaux. Textbook, le père est pareil. Tu les vois en consulte, c'est les deux mêmes. Tu me payes de la Ritaline. Tu mets la Ritaline à papa et à l'enfant et tu les revois plus. Ils reviennent tous les mois pour leur ordre. Ça prend 15 secondes. Donc ces gens, ils existent, il y a aucun doute. Et ils sont pas bipolaires ou je sais pas quoi. Il y a aucun doute sur le fait qu'ils existent. On est d'accord. Vraiment la différence entre Ghahemi et par exemple un expert TDAH, c'est que quand tu regardes les papiers écrits par les experts TDAH, il y en a qui ont fait un paquet de pognon avec ça. Le lithium, tu fais pas un paquet de pognon avec. Et le trouble bipolaire, tu fais pas un paquet de pognon avec. Personne ne veut être diagnostiqué bipolaire. Alors, il y a de façon très claire des gens qui ont des problèmes de régulation émotionnelle, qui n'arrivent pas à gérer leur situation interpersonnelle, qui s'énervent quand il faut pas, qui sont très contentes qu'on leur dise vous êtes bipolaire parce que ça donne une explication externe, c'est une maladie, c'est pas moi qui dois apprendre à gérer. Il y a ce problème d'erreur de diagnostic, il y a du surdiagnostic, il y a aucun doute. Et il y a aussi un sous-diagnostic monstrueux où tu as des patients bipolaires qui crèvent dans la rue, clochardisés ou après un suicide. Et en fait, l'idée, ce serait de réduire l'un et d'améliorer un peu les diagnostics de l'autre. Je vois. Non, mais ça, c'est important c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, les gens, à chaque fois, quand ils voient ces discussions, ces polémiques, ces controverses, en fait, ils pensent pas que d'un côté comme de l'autre, toi, ce que tu vises, c'est le bien-être des patients. C'est pas un truc pour te faire mousser, en fait. Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux à la base et uniquement. Et quand mon travail sera terminé, je disparaîtrai parce que mes patients étaient mal suivis. Parce qu'il y a des bâtards d'experts qui racontent n'importe quoi et que du coup, des crétins de bureaucrates appliquent ces règles comme si c'était une réalité. Donc moi, c'est vrai que j'ai une sacrée dent contre les experts, notamment à la HAS et à la NSM qui font n'importe quoi. Mais moi, à la base, c'est que les patients. Hein. Le reste, effectivement, j'en ai rien à foutre. Si les patients vont bien, on peut dire qu'ils sont bipo, machin, truc, franchement, j'en ai absolument rien à faire. Mais alors, on revient dans notre conversation parce que c'est quand même important. Alors, on va finir avec le TDAH. Donc, si le TDAH, pour toi, comme pour Ghahemi, c'est pas fiable, c'est pas valide, et qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont un diagnostic de TDAH, alors qu'en fait, ils devraient avoir un diagnostic de bipolarité, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi les enjeux en termes de prise en charge, en termes de résultats pour les patients? Alors, la priorité du diagnostic de TDAH du trouble bipolaire sur le TDAH, c'est pas un hasard parce que moi je dis j'ai un trouble bipolaire avec des comorbidités, avec des problématiques exécutives de phénotype TDAH. Tu vois, le phénotype, c'est ce que tu peux observer. Et on est d'accord, tu peux avoir un même phénotype, mais plusieurs maladies différentes. Si tu craches du sang, tu peux avoir des varices œsophagiennes qui sautent, un cancer du poumon, je sais pas quoi. Donc le phénotype est le même, mais la maladie est différente.
Et donc moi j'ai un phénotype de TDAH, mais je pense pas. Ça me paraît peu probable que j'ai à la fois un TDAH et à la fois un trouble bipolaire. Statistiquement, ça paraît peu probable. Tu vas me dire c'est 20% des patients, donc c'est pas si C'est ce déconnant. qui est dit Ok, par le consensus. C'est ce qui est dit par le ok. consensus. Avec une C'est-à-dire, variabilité considérable, on est d'accord. Une des manifestations de l'insuffisance de rigueur des diagnostics, c'est que dans les études de prévalence, ça varie complètement. Tu peux aller de 10% à 50% de TDAH. Et en fait, tu vas chez les ados, chez les enfants, quand tu regardes les enfants en phase maniaque, ils sont classants TDAH dans 80% des cas. Tu as des études, c'est 90. Alors qu'à l'inverse, si tu prends quelqu'un qui a un TDAH, il est bipolaire que dans une minorité des cas, 15 à tout péter. Donc on est d'accord, il y en a un qui peut donner des symptômes de TDAH dans la majorité des cas, le trouble bipolaire, alors que le TDAH ne donne des symptômes de trouble bipolaire que dans une minorité des cas. Et donc, en fait, si tu fais ça avec les symptômes de trouble anxieux, si tu fais ça avec les symptômes de TOC, avec un paquet de symptômes, avec les troubles de perso, par exemple, hein. Moi, j'ai des femmes qui étaient borderline complètes, mais qui ont changé de vie avec du lithium. Et ça, c'est chaud. T'imagines pas, c'est chaud quand même. Je veux oui, dire, oui, oui. enfin, qui n'était plus borderline avec un comprimé de lithium à 50 ans. Je sais pas si t'imagines, c'est 30 ans dans l'hôpital psychiatrique de secteur. C'est un truc de fou. Euh, et donc, en fait, il y a une maladie qui est la grande simulatrice qui peut donner plein de symptômes. C'est le trouble bipolaire. C'est la maniaco-dépression. Et donc, en fait, c'est juste ça. C'est de là que ça part. C'est de là qu'on hiérarchise le truc. C'est pas pour en avoir plus ou moins, tu vois, moi, c'est une différence aussi. Tu as des experts TDAH dont le business dépend directement de la prévalence de gens qui ont un TDAH et qui sont prêts à payer pour être soignés ou pour suivre des infos. Moi, qui ai 20% de bipo ou 0% de bipo, je suis payé pareil. J'ai aucun enjeu financier, aucun enjeu idéologique, je m'en tamponne. La différence est là. Et donc vraiment, l'idée, Et c'est moi, qu'il y a des... personnellement, je pense pas que ces gens-là, moi, personnellement, je pense pas que ces gens-là se trompent exprès pour avoir Ah des, non, non, alors, pour je avoir pense pas qu'il soit de mauvaise foi. J'ai moi-même été, parce que moi, j'ai commencé et j'ai appris le truc de base. On est d'accord. J'ai appris le DSM. Moi, quand on m'a dit c'est le DSM, je me trimbonnais avec le DSM, j'apprenais tous les critères, si tu veux. Je veux dire, j'ai bouffé le DSM. J'ai bouffé le bouquin de psychopharmacologie qu'on a en français, le STAL, il faudra que tu regardes, c'est une vraie histoire, ça. Et j'ai bouffé de ouf. Je me suis dégagé de ça parce que j'ai vu que ça marchait pas. C'est ça le truc. C'est pas pour faire de l'argent ou je sais pas quoi. C'est pas par défiance. C'est que ça marchait pas. Moi, Oui, j'ai mais pris qu'est-ce que des tu réponds médocs. aux Ça spécialistes qui marche. disent oui, ça marche et qui disent que c'est ça l'histoire? Qu'est-ce que tu réponds à Alors, tous ces psychiatres qui disent oui, ça alors, marche? la psychiatrie ne marche pas. La psychiatrie ne marche pas. Je vais dire, euh, les gens n'aiment pas la psychiatrie. La psychiatrie a mauvaise presse. On est moins bien noté que toutes les disciplines médicales. On refile des médocs. On a des modalités de prescription surréalistes, honnêtement. Tu regardes les neuroleptiques, ça explose. Le lithium, plus ça va, moins il y en a, alors que toutes les études sont claires sur le fait que c'est ce qu'il y a en moyenne de plus efficace, de mieux toléré, les gens vivent le plus longtemps, etc. La validité de nos diagnostics ne va pas en s'arrangeant. On continue d'en ajouter malgré tout, parce que dans le DSM-5 Text Revision, la dernière version, ils en ont rajouté, si tu veux. C'est un message fort. Tu sais que tu as déjà des diagnostics qui sont juste pas valides et tu continues de les empiler. La psychiatrie a pas bonne presse. Quand tu es psychiatre et que tu vas dans un hôpital, tu vois, des fois, tu es en liaison, tu as la cardio qui t'appelle. Bon, ben là, il est en train de déprimer, faites un tour. On est mal reçus, honnêtement. Ils nous prennent pour des cons. Je veux dire, ouais, ils prennent pour un con. Il y a des fois où j'appelle. Je le savais Bah, pas. c'est vraiment important. Il y a une discrimination de la psychiatrie qui est vraiment essentielle. Moi, des fois, j'appelle et je dis, bon, bah, il y a ça. Et le gars me dit, il a même pas écouté ce que je dis. Il s'en fout, tu vois. Je veux dire, c'est un truc de dingue. Et donc, la psychiatrie n'est pas satisfaisante. Et les gars, quand c'était de la psychanalyse, les gars de Créplin le savaient, les patients le savent. Et moi, je le sais. Parce qu'il y a 15 ans de retard au diagnostic sur le trouble bipolaire, je pense pas que tu peux décemment te satisfaire de ça, tu vois. Il y a une vraie interrogation. Pourquoi est-ce que les politiques ont fait une délégation interministérielle aux troubles neurodéveloppementaux pour le dépistage,
alors que l'autisme sévère qui a besoin d'accommodation, il va être vu. Il n'a pas besoin d'être dépisté. L'autiste pas sévère qui n'a pas besoin d'accommodation, on s'en fout. L'autiste invisible qui a besoin d'accommodation, de toute façon, il n'y a pas d'accommodation là. Je veux dire, il n'y a plus de pognon. C'est l'apocalypse. Okay, et le reste, il n'y a pas de traitement. Pourquoi est-ce qu'on a une délégation interministérielle au TND alors qu'il n'y a pas de traitement et qu'on n'a pas la même avec les troubles de l'humeur où c'est une hécatombe, risque de suicide fois 20, il y a 20 fois plus de suicides et il y a un traitement? C'est une vraie question. Parce que la psychiatrie, c'est aussi un combat sociétal. C'est plus de la science pour plein de trucs, et du coup, il y a de la société. Donc, il y a plein de choses qui font que la psychiatrie a pas bonne presse, et je pense pas que tu puisses regarder les gens dans des yeux en disant, bon, ben, on est très satisfait de comment ça se passe. Quand tu regardes le TDAH, plus ça va, plus les médecins sont payés pour recevoir, par les laboratoires qui vendent des psychostimulants, et c'est pire que ça. Sur la dernière étude, beaucoup de personnes qui sont pas parce qu'au départ, moi, j'étais plutôt orienté psychologie. Et la plupart des personnes que je connais dans mon entourage, dans mon réseau, c'est des psychologues. Ils ne gagnent pas de l'argent en informant et en diagnostiquant un TDAH. Si tu regardes le nombre des labos. Si tu regardes le nombre de TDAH académies, etc., ça explose. Ça a explosé. Oui, mais il y a tout qui explose en ce moment. Alors, par exemple, non, tu vois, sur moi, je prévois une vague de mode sur la bipolarité dans pas longtemps. Il y a eu le livre de Domorand, il y a toi. Mais non, parce que là, on est en France. En fait. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai halluciné ou j'ai lu un commentaire de toi qui disait que le trouble bipolaire, ça devrait être classé en trouble du neurodéveloppement? Alors là, c'est de la sémantique pure. C'est purement de la sémantique. Les gens disent l'autisme, c'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est comme si tu disais Alzheimer, c'est pas une maladie, c'est un trouble neurodégénératif. C'est une sémantique que les gens en moyenne comprennent pas. Honnêtement, je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui répètent ça, mais ils répètent ça, mais ils savent pas ce que ça veut dire. Selon la définition que tu, selon la définition que tu sur ce donnes, plan-là, je suis presque d'accord avec toi. Selon la définition que tu donnes, si tu regardes le trouble bipolaire, il y a des antécédents familiaux dingues, des anomalies neurobiologiques extrêmement précoces. Les facteurs de risque sont superposables à ceux des facteurs de risque de l'autisme, donc les infections maternelles, l'âge du père, etc. Enfin, c'est superposable sur un paquet de trucs. C'est juste que ça se révèle plus tard. Et encore, ça dépend de comment tu fais ton diagnostic, parce que il y a des gamins, honnêtement, le père est bipo, la mère est bipo. Dès la sortie du berceau, ils ne dorment pas. Ils sont non-stop machin. Et quand tu leur mets du lithium, ça va mieux. Faut être fort pour pas leur appeler pour pas dire qu'ils ont un trouble neurodéveloppemental. Moi, tu regardes mon fils, honnêtement, j'ai 2 enfants. Il y en a un, on va à l'aquarium, il regarde les poissons un par un. Il y en a un autre, il enlève sa casquette et il court. Et il court toute la journée. Et il s'arrête jamais. Et sauf des fois, il s'arrête devant un truc qui l'intéresse et là, il reste bloqué 2 heures. Donc là, tu pourras dire, c'est un TDAH. Et du coup, c'est un bon exemple. Vu la fréquence, la confusion qu'il y a entre les deux diagnostics dans l'enfance, ne serait-ce que pour ça, tu pourrais dire que le trouble bipolaire, c'est un TND. Donc, à mon avis, ça fait partie des failles de la psychiatrie d'avoir créé une espèce de cases dans lesquelles les gens peuvent s'épargner de la maladie. Et je suis désolé, j'ai fait un post sur le Substack hier que je trouve assez révélateur. Moi, je suis des gens autistes qui sont malades. Je veux dire, ça se voit qu'ils sont autistes. La famille est en souffrance. C'est un handicap majeur. Je veux dire, c'est un handicap majeur. On est en train d'avoir une horde de patients qui sont à peine malades, parfois pas malades, et du coup qui te croquent la pomme du c'est pas une maladie, c'est un TND. Oui, sauf que plus ça va, plus dans l'autisme, on met absolument tout et n'importe quoi. Donc quand je regarde la gravité des gens dans l'autisme, va en diminuant au fur et à mesure. Ce que t'as pas dans le trouble bipolaire, ce que t'as pas dans la schizophrénie du tout. Plus ça va. Vas-y. Ce que je comprends pas dans ce cas-là, moi, l'incohérence que j'ai, parce que tu viens de dire un truc qui est intéressant, avec des gens qui sont très peu malades, enfin, dont on voit pas la maladie. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les TDAH, les personnes avec un TDAH, dont on sait que c'est impactant. Pour moi, le TDAH, c'est un handicap. C'est impactant, ça impacte aussi même ton espérance de vie sur certaines études. Ça impacte beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, si on suit Gamey ou toi, ça serait en fait juste
un bipolaire léger, une hypothymie qui en fait serait juste un tempérament où on serait super positif en fait. Alors qu'en fait, il n'y a pas que ça, comme tu dis, il y a ton fils il cavale de partout et puis d'un seul coup il s'arrête. Est-ce que ça c'est dans l'hypothymie que ton fils est un hyperfocus? Mais j'en sais rien du tout. Mon fils, je ne sais pas ce qu'il a, et on ne peut pas savoir. Et attends, pardon, je termine parce que j'avais oublié un truc. Et dans ce cas-là, ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'à un moment, alors peut-être que j'ai halluciné dans tout ce que j'ai lu parce que j'ai tout lu en quelques jours. Ouais, j'ai cru voir. Ouais. Il y a Gamey qui dit, pour ces personnes-là, un tout petit peu du lithium, ça fait pas de mal. Donc il y a des personnes qui seraient hypothymiques, c'est-à-dire qui iraient très bien, qui seraient juste Adolphe tout le temps. Et à qui on donnerait du lithium Alors, c'est parce que c'est un régulateur d'humeur, entre guillemets. Moi, ce que je dis, je dis pas tous les gens, je dis pas le TDAH n'existe pas, d'accord? Et ça, c'est pour ça que l'analogie de la licorne, elle est un petit peu malheureuse. C'est que la licorne, tout le monde sait que ça n'existe pas. Alors que le TDAH, tu as des gens qui vont dire que au moins les symptômes sont présents, mais la licorne, vraiment, il n'y a pas. Donc l'analogie est un peu limitée. Moi, ce que je dis, c'est l'engouement qu'on a sur le TDAH devrait arriver après le même engouement sur les troubles de l'humeur, uniquement et simplement parce que la prescription de traitement de l'un peut massacrer le pronostic de l'autre. Okay, si tu prescris de la Ritaline, bien nuancé, c'est très bien. Vu mais moi, la vérité, honnêtement, c'est que les critiques que j'ai, principalement, c'est des gens qui se disent il doit penser ça. Ils arrivent dans un extrême et ils critiquent. Mais honnêtement, sur ça, je sais pas si tu peux m'attaquer. C'est-à-dire que ce que je pense qu'on doit faire, c'est dire aux gens avant le TDAH, il y a des problèmes d'humeur à éliminer. Parfois, on est dans l'incapacité de le faire. Tu vois, quand les gamins ont 6 ans, bon courage. Hein. Note que le lithium, ça se prescrit à partir de 7 ans. La Ritaline à partir de 6. Tu vois que c'est pas si loin que ça. Et du coup, moi, je dis, il y a des gens qui ont des problèmes d'humeur. Dans ces gens qui ont des problèmes d'humeur, il y a des gens qui vont avoir leurs problématiques exécutives nettement améliorées avec un régulateur d'humeur, aussi flou que ce soit comme description. Et ceux-là, ils n'auront pas besoin de Ritaline, c'est très bien. Et parmi les gens qui ont des problèmes d'humeur, il y en a qui, malgré un régulateur d'humeur, auront des problématiques attentives ou impulsives, ce que tu veux. Et ceux-là, ils peuvent avoir de la Ritaline sous couvert d'un régulateur d'humeur. J'ai aucun problème. Et il y a aussi des gens qui ont un problème d'humeur et qui peuvent avoir de la Ritaline parce que dans la famille, il n'y a aucun antécédent familial ni d'éléments qui permettent de faire suspecter une myalacodépression. Et voilà. Et c'est tout. Moi, c'est juste ça que je dis ça. C'est que, en pratique, les gens disent, faut d'abord éliminer un trouble bipolaire. En moyenne, ça n'est pas fait. En pratique, les gens disent faut d'abord faire de la thérapie. En moyenne, ça n'est pas fait. Il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, je crois, quand le diagnostic et le moment où les premiers médocs sont prescrits, il y a 3 mois, je crois. Enfin, et surtout, je pense qu'on n'a pas besoin, qu'il ne faut pas inclure des gens beaucoup moins graves que ceux avec lesquels on a les études pour la classification et pour les médocs dans ces trucs-là. Donc, le TSA, je pense que c'est dangereux. Pour des patients qui n'ont rien d'autisme. Et parce que, je veux dire, il y a des fois où tu te comportes n'importe comment et il faut que tu apprennes à te comporter. Et heureusement, le cerveau humain est très plastique et tu peux développer tes compétences interpersonnelles vachement bien. Tu vois, je veux dire, le diagnostic d'autisme, c'est quand même pas rien. À mon avis, pour les patients, c'est dangereux, mais surtout pour les gens concernés, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que si tu regardes le TDAH, plus ça va, plus les symptômes sont légers, moins les médocs marchent. Je sais pas si tu as vu passer cette étude du JAMA, là, moins ça marche. Non, pour l'autisme, plus ça va, moins les gens atteints, moins les gens inclus sont touchés. Et du coup, quand tu vas faire des études pour voir qu'est-ce qui marche, eh ben, t'es comme un con parce que tu as une horde de patients qui n'ont rien à voir et il n'y a plus rien qui marche du tout. En psychiatrie, plus les gens sont graves, plus les médocs marchent. Oui, alors voilà, on touche du doigt le cœur du truc parce que c'est un peu ce que j'ai commencé à faire. Et encore une fois, je suis pas pour ces personnes-là, je suis pas pour ces spécialistes. C'est parce que j'essaye de me renseigner. Il y a toute ma communauté qui essaye de comprendre toutes ces histoires. Que ce soit avec Motron, que ce soit avec Frances Allen, que ce soit avec Gamey ou que ce soit avec toi, vous dites il y a un élargissement des diagnostics pour tous ces trucs. C'est-à-dire pour Frances Allen, c'est à la fois pour le TDAH, mais pour le TSA et pour le trouble bipolaire. Pour Gamey, c'est le TDAH. Pour tout le DSM, je pense. Il ne faudrait pas le bipolaire 2. Pour Motron, c'est le TSA, il est complètement élargi, ça ne veut plus rien dire.
Donc vous voudriez revenir à des formes, entre guillemets, prototypiques, si on prend le vocabulaire de Motron. Voilà, c'est d'un extrême à l'autre, mais effectivement, si on voit pas le handicap et que personne voit le handicap, je pense pas qu'il soit pertinent et qu'il n'y a pas de répercussions fonctionnelles observables, je pense pas que ce soit pertinent de donner un diagnostic à 45 ans, si tu veux. Je pense que, oui, sachant qu'il y a des gamins... Tu dis que le TDAH, il fluctue. Et c'est connu maintenant, c'est peut-être pas écrit dans le DSM, mais c'est connu que le TDAH fluctue. Et tu dis que la bipolarité ne fluctue pas. La bipolarité, elle fluctue jamais, donc. Non, alors c'est pas ça. Il y a une cyclicité dans la bipolarité qui est en fait, qui définit le diagnostic, parce qu'avant c'était maniaco-dépression et c'était défini par une cyclicité des récurrences de problématiques d'humeur. Mais entre les phases, il y a des problèmes cognitifs. D'accord. Qui sont toujours là. Et les TDAH fluctuent. Toi, tu es d'accord avec le fait que le TDAH fluctue ou pas? Non, je pense pas. Je pense que à partir du moment où tu dis le TDAH fait un truc, la définition du TDAH est tellement large et tellement hétérogène que on peut plus discuter. C'est déjà mort dans l'œuf. Sur un podcast, on peut le faire, mais en fait, c'est déjà faux. Et donc la vérité sur l'étude qu'on a vue, c'est que il y a des gens qui ont un TDAH, qui ont des manifestations de TDAH qui fluctuent, d'autres qui sont en rémission, on sait pas pourquoi, et d'autres qui sont toujours présentes. Et c'est des gens qui n'ont pas la même maladie, de façon très claire. Il est à mon avis surréaliste de penser que moi, alors que sans Ritaline, je peux bosser pendant 10 heures de suite sur un truc qui m'intéresse, et que j'ai un trouble bipolaire, que dans ma famille il y a des troubles bipolaires de partout, que moi, j'ai le même TDAH que le patient que je viens de voir, qui, depuis qu'il est gamin, saute à travers les vides pour gagner du temps et qui a fait 25 ans en tôle. C'est même pas une question de symptômes, c'est d'intensité. C'est pas la même maladie. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et donc, moi, c'est juste ça que je dis. Oui, mais est-ce que ça ne serait pas juste des erreurs de diagnostic plutôt que de remettre en cause le diagnostic de TDAH? Mais lui, il a un diagnostic de TDAH, mon patient. Mais c'est pas la même maladie. Oui, mais est-ce que ça ne serait pas toi l'erreur de diagnostic par rapport à ton patient? Eh ben, peut-être. Mais si jamais c'est ça, je comprends pas pourquoi est-ce que je m'améliore drastiquement quand je prends du lithium. Je sais pas pourquoi. Oui, parce que tu aurais un trouble bipolaire. Enfin, je comprends rien. Parce que tu aurais un trouble bipolaire et pas un TDAH. C'est ça que je veux dire. Ben, c'est ça. Moi, le TDAH, la seule chose que ça m'amène, le Concerta, c'est que je m'énerve pas. Je m'énerve beaucoup moins. Ça ne fait que ça. C'est ça le truc qui est connu et que je dis très souvent. Parce que ça, c'est connu, il n'y a personne qui le renie, ça, tous les spécialistes à qui j'ai parlé. Le méthylphénidate a une action différente pour chaque patient, en fait. Moi, les effets que j'ai, moi, du méthylphénidate, c'est pas les mêmes que les effets de plein d'autres personnes. Et ce que tu viens de me dire là, les effets que tu viens de me dire là, moi, j'ai pas ça avec le méthylphénidate. Mais je pense que les effets sont différents parce que les pathologies sont pas les mêmes. Et dans le lot, on a des patients qui ont des symptômes de TDAH et qui deviennent schizophrènes parce qu'ils ont pris de la Ritaline trop tôt, ou des bipolaires qui auraient pu être tranquilles et qui vrillent parce qu'ils ont pris de la Ritaline trop tôt. Et ça, c'est des études qui sont présentes. Je veux dire, il y a pas trop aucun risque avec du lithium. Mais alors, il y a des risques intrinsèques à la molécule en soi, qui est présent pour à peu près tout le monde. Tu vois, je veux dire, ça pose des soucis. Et après, il y a le risque sur lequel se rajoute le terrain sur lequel tu le prescris. Quand tu prescris de la Ritaline à des gamins, tu as le risque de la molécule, tu as le risque sur le long terme. Honnêtement, sur 30 ans de Ritaline, on a quelques données qui sont tout sauf rassurantes, mais ça, j'attends toujours des commentaires d'experts sur ce sujet. Mais t'as que ça. Tes posts et tes commentaires à chaque fois où tu dis c'est pas rassurant, alors que moi, à chaque fois, moi qui suis quelqu'un qui suit beaucoup, qui est suivi beaucoup parce qu'elle vient de s'arrêter, la chaîne de Russell Barkley, grand spécialiste. Ah ben oui, mais t'imagines les conflits d'intérêts. Lui dit toujours que c'est rassurant. Mais oui, mais t'imagines les conflits d'intérêts. Moi, j'ai une étude. Je comprends les enjeux financiers, les conflits d'intérêts, je comprends, mais j'arrive pas à les voir partout. Je peux pas imaginer ma vie où ça serait que des gens qui auraient des conflits d'intérêts, qui tiraient des ficelles pour ci, pour ça. Alors, pour te donner une idée. Je ne vis pas dans un monde comme ça, moi, personnellement. Moi non plus. Ça m'a été forcé pour te donner une idée. Alors, et donc, juste, je termine. Quand tu prescris du Concerta à un patient bipolaire, de la Ritaline, tu as le risque de la Ritaline, qui est le même pour à peu près, tu vois, n'importe quel patient du même âge, même sexe, sur lequel se rajoute le fait que tu es sur un terrain
d'une maladie qui peut se dégrader parce que tu as prescrit de la Ritaline. Donc, tu as 2 risques, tu vois. Mais d'ordinaire, on prescrit de la Ritaline, en tout cas pour l'âge adulte, à partir du moment où la personne est stabilisée, on dit ça. C'est ce qui se dit par les... Oui, mais ça, il y a ce qui se dit. Il y a la psychiatrie dans les salons, dans les experts, avec les plateaux télé à la radio, et il y a la psychiatrie en pratique, la médecine en pratique. C'est pour ça que je suis pas fan de voir des gens à peine malades venir bouffer du soin qui n'est déjà pas présent. C'est que, en vrai, c'est la guerre. Moi, j'ai annoncé un diabète à une patiente, là, il y a 1 heure. Elle fait 149 kilos. Et je lui dis, on va mettre un truc pour le poids, c'est pas possible. Vous avez vos prises de sang. Et en fait, il y a 3 prises de sang, elle a une glycémie à 1,6. Et donc, ça fait 2 ans qu'elle est diabétique, si tu veux. Ça fait 2 ans qu'elle se bouffe les reins. Donc, tu peux voir des recos qui disent, il faut annoncer le diabète avec une équipe multidisciplinaire, etc. Mais en pratique, c'est pas ça qui se passe. En pratique, les prescriptions de Ritaline explosent. Ça explose. Le diagnostic de TSA explose. Et écoute, moi, c'est pas ce que j'ai vu dans les chiffres, mais bon, ça, c'est bataille d'experts. Enfin, c'est pas bataille d'experts, pardon. Non, tu regardes les experts. Et moi, alors là, moi, de chiffres, moi qui suis pas un expert, c'est pas ce que j'ai constaté, mais alors moi, je suis vraiment, tu vas me dire que j'ai vraiment les études. Je suis vraiment prêt à faire 1 heure sur TF1 ou France 2 avec un expert et on présenterait des données épidémiaux parce que ça m'excite rien que d'y penser, je te jure. C'est pour ça que JFK, il a dit, il y a une épidémie d'autisme, ça va nous coûter un fric de ouf, il faut qu'on cherche dans les vaccins. Il est bête parce que il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas plus d'autistes qu'avant, que ce soit à cause des vaccins ou je sais pas comment ça. Mais on classe des gens autistes de plus en plus fréquemment. Oui. Et ça, c'est mais honnêtement, tu peux pas dire, parce que, excuse-moi, mais ou alors, dans ce cas-là, il faudrait, enfin, je vais essayer de bien formuler ce que je veux dire. Que ce soit les autistes invisibles, ou qui souffrent pas beaucoup, ou les TDAH légers, ou qui souffrent pas beaucoup, tu peux pas leur dire qu'ils souffrent pas non plus. C'est ça le problème. Tu peux pas prendre je dis pas ça. Partie de la population et dire vous souffrez pas, parce que. Mais je dis pas ça. Elles souffrent, et en plus, elles souffrent de comorbidité, de machin, de trucs à côté. Je te dis pas ça. Si demain tu vas à Gaza à pied et que t'as pas mangé depuis 1 semaine, oui, et que tu dis j'ai faim, je te dirais attends, lui ça fait 1 mois il est en train de crever. D'accord, non mais on est d'accord. C'est juste ça que je dis. Mais qu'est-ce qu'on donc supposons que alors ok, on réduit les diagnostics comme ça, on évite d'avoir les autistes invisibles et les TDAH légers ou TDAH invisibles aussi parce que c'est pareil. Pour moi c'est le même processus. D'accord, tout cela, ils n'existeraient pas, mais donc cela, ils devraient juste aller chez des psychologues et pas, entre guillemets, engorger les psychiatres et les services psychiatriques. Ah à mon avis, clairement. Ne serait-ce que parce que la prise en charge médicamenteuse n'est pas justifiée en première intention parce qu'on n'a aucune donnée. On a 0 fucking donnée, si tu veux. On a 0 donnée. Et quand Gami dit sur des tempéraments légers, je prescris un peu de lithium, il a aucune donnée. Il a aucune donnée. Oui. C'est pas grave, hein. Mais pour moi, il y aurait une priorisation. C'est ça que je trouve un peu bizarre de dire on médicalise les choses, de dénoncer une médicalisation d'un TDAH qui n'existerait pas et dire mais oui, si la personne elle est hyperthymique, on peut lui donner un peu de lithium. C'est ça. Parce que, alors moi, je parle pas à sa place. Il y a de toute façon, il y a des enjeux personnels qui sont toujours là. Tu regardes Gami, en fait, il avait un pote à lui, je sais pas si tu as vu dans la vidéo, on peut en parler 2 secondes, moi je trouve ça assez fort. Il avait un pote à lui qui était brillant, tu vois, un prof d'histoire assez brillant. On peut se demander d'où sa fascination pour l'histoire vient à Gami, qui a fait une dépression sévère, un truc de ouf, quoi. Et il est pris en charge, il y a rien qui marche, c'est cata. Puis il se fait au split, et puis là, ils lui prescrivent un antidépresseur, et il est bien, mais il est vraiment bien pendant 2-3 jours, tu vois. Et il appelle Gami en disant putain Nassir c'est pas ouf parce que là je suis vraiment trop en forme, je le sens pas trop. Gami fait je pense tu fais un virage, le mec fait oui je pense aussi. Il essaye de faire enlever l'antidep, ça se passe pas, le type a fini par sauter du haut de l'immeuble. Oui. Et donc Gami il est biaisé, il y a aucun doute parce que lui il récupère des gens qui n'ont pas répondu à la Ritaline et qui se sont dégradés. Ça veut pas dire qu'il y en a pas 80% ou X% qui s'améliorent avec de la Ritaline tout de suite. Ce que moi je voudrais, c'est que au lieu d'avoir écrit dans la boîte
attention, ne pas conduire avec de la Ritaline. Sur la boîte du Médoc, il y a écrit ça. Alors que moi, ça m'aide pour conduire. Alors que moi, ça m'aide pour conduire. Mais oui, ça diminue les accidents. C'est très clair. Carrément. Je suis un danger. Mais oui, moi, j'ai plus une infraction. J'avais mis une photo. J'ai des infractions tous les mois. Mais oui, j'ai plus rien depuis 3 ans. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que ces crétins, au lieu de mettre ce pictogramme de merde, ils mettent attention s'il y a des problèmes d'humeur dans la famille, appeler le psy. Enfin, tu vois, j'aimerais qu'il y ait ce genre de trucs, de précautions qui soient faites et qui sont pas faites. Et sur les conflits d'intérêts, les gens s'imaginent souvent un truc du genre, il y a une meuf bien gaulée, je me la tape et elle me file un peu de fric et après, je prescris du Xanax. C'est beaucoup plus vicieux que ça. Il y a un bouquin en pharmaco en France qui est lu principalement, c'est le Stahl. C'est Stephen Stahl qui a fait ça. Oui. Il y a Alexis Bourla d'ailleurs qui a fait un autre bouquin, moins blindé de conflit d'intérêts, je pense. En fait, ce bouquin de Stahl là, il a été traduit en je sais pas combien de langues. C'est le truc de base. Si tu vas sur un forum, c'est quoi le bouquin de pharmaco? Paf, t'as le Stahl. C'est la référence. Moi, j'ai lu le Stahl. Mais il y a toujours des références de toute manière. On peut pas avancer avec 390 000 références différentes. Le type est un truc qui fasse la base. Non, le type est millionnaire. Oui. Il a reçu plusieurs millions des laboratoires pharmaceutiques. Et quand tu relis le bouquin, tu vois qu'il manque des trucs de ouf. Il n'y a pas les tailles d'effets. Il y a pas la prévalence d'effets secondaires. Il dit ça peut faire prendre du poids. Oui, mais c'est 80% des gens, enfoirés. Et du coup, une fois que tu lis ça et que tu écoutes les experts qui sont payés par les labos et ils sont pas de mauvaise foi. Hein. Si tu es un professeur universitaire, soit tu es excellent et tu fais ta carrière et tout le monde te respecte parce que tu publies des trucs de ouf, soit tu passes par les labos parce que c'est eux qui te filent de la thune pour que tu puisses faire tes études. Oui, les labos décident de ta carrière. Ça, je comprends. On est d'accord. C'est vrai que moi, je suis biaisé parce que la plupart des experts que je vois, que je suis en TDAH, c'est surtout des psychologues et des neuropsychologues. Mais qui suivent des formations faites par des gens qui ont lu des articles rédigés par les experts. Mais ils ont quand même un esprit critique, ces gens-là. Ils vont vérifier les choses, ils vont vérifier les études. Non, la lecture critique. Moi, j'ai du mal à croire que tout serait faussé. J'ai vraiment du mal, mais... Alors, quand tu publies un article dans un journal scientifique... Oui, non, mais ça, on connaît tous les problèmes des études. On sait très bien qu'il y a beaucoup de problèmes avec les études, qu'il y a des problèmes des enjeux financiers, des enjeux... Non, mais sur la critique, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des petits cons qui ont fait des études bidons avec une chier de faute. Et ils les ont envoyés dans des journaux scientifiques. Oui, c'est connu aussi, oui. Qui sont censés voir les erreurs. Il y a une quantité massive d'erreurs qui sont pas vues. Les médecins ne sont pas formés à faire de la critique d'articles sérieuse. Ils ne sont pas formés. J'insiste, hein, la majorité des psychiatres que je connais est incapable de critiquer un article. Incapable. Dans l'incapacité la plus complète. Je te parle pas de lire les stats. Parce que ça, t'as dit quoi? Ça fait 2 avec moi. Je te parle pas de lire les stats, parce que lire les stats, franchement, moi, je suis pas capable non plus. Mais il y a des trucs de base, tu vois, il y a vraiment des trucs de base. Et en fait, tu as des experts, et je l'ai montré hier, je pense que c'est une démonstration assez parlante d'une patiente qui a ce diagnostic autiste, qui fait des autistes académie formation, ou je sais pas quoi, qui cite un article en lisant le résumé. Et en fait, quand tu regardes les sources, quand tu regardes l'article, c'est juste pas ça. Les chiffres qu'elle a donnés sont complètement faux. Elle a 12 millions de followers et elle forme des gens sur le sujet. Il y a des conflits d'intérêts financiers et idéologiques partout. C'est triste, mais c'est omniprésent en psychiatrie. Il est impossible. Enfin, c'est partout. Alors, sauf avec le lithium, où la prescription a toujours été à peu près constante, voire maintenant en diminution, parce qu'il y a zéro pognon. Quand le Dépacote est sorti, les experts psychiatres ont balancé le Dépacote, ça a explosé les prescriptions, et puis là, ça fait des cycles, et c'est comme ça, et c'est catastrophique. Et c'est pas grave. De te suivre sur ça, mais je comprends très bien. Il y a une partie de ça, et donc en fait, ce qui unit Gamis, ce qui unit Hailey, c'est les médocs sont efficaces dans les problématiques psychiatriques bien identifiées. Les médocs sont très efficaces à ce moment-là. Je veux dire, le lithium, c'est efficace de ouf. Ça marche pas chez tout le monde, mais c'est efficace de ouf. La Ritaline, quand c'est prescrit à des TDAH francs, c'est efficace de ouf. Il n'y a pas de discussion. Plus tu étends le spectre,
plus les labos profitent, plus les prescriptions augmentent, mais c'est au détriment des patients. C'est vraiment au détriment des patients. La différence avec le TDAH et toutes les autres pathologies psychiatriques, c'est que le traitement n'est pas peut-être agréable à recevoir. Tu peux avoir une amélioration de tes performances, que tu aies un TDAH ou pas, ça peut être agréable. Et il y a des gens qui continuent de te demander le médoc, malgré qu'on ait des problématiques relativement gênantes. Tu vois, quand le gars te dit j'arrive à me concentrer, c'est mieux, mais qu'il dort 2 heures de moins par nuit, on a un méga souci. Tu vois, on a un méga souci. C'est clair. Si tu dors 2 heures de moins par nuit pendant 10 ans et que tu as ton cœur qui bat 2 battements de plus par minute, faut pas s'étonner si tu as des problèmes cognitifs après, tu vois. Alors que quand tu prends du lithium, t'as personne qui mésuge du lithium avant les examens. Tu vois, il y a personne qui fait ça. Ah bah alors moi, là, pour le coup, les gens n'ont même pas pensé à faire l'étude. Ça n'aurait même pas m'aider. Mais alors, tiens, donc, tu disais par rapport aux autres pathologies, donc on en revient au truc du début, parce que j'ai pas ta vraie liste, parce qu'à chaque fois, tu t'arrêtes à 3. Quelle est donc ta liste de 6 ou 7 maladies? Alors moi, tu vas m'avoir, je l'ai pas lu. Trouble bipolaire, c'est faux. C'est maniaco-dépression, faut qu'on revienne sur ça. Il y a la schizophrénie. Alors, en une phrase, pourquoi? Parce que toi, tu dis qu'il est isolé, Gamy. Mais en fait, non. C'est juste qu'il n'a pas le soutien des experts pharmacos. Il a coécrit un bouquin qui est édité par Cambridge, qui est un textbook comme as, là, qui fait référence, qui est une référence. Je veux dire, tu demandes aux gens, c'est quoi le trouble bipolaire? Où est-ce que vous avez lu ça? C'est un bouquin qui fait référence. Gamy a coécrit dedans. Il a fait des études pas publiées par les labos. Il était là dans plusieurs études qui ont été publiées dans des journaux. Il a publié dans le New England Journal. Il y a très peu de psychiatres qui ont publié là-dedans. Et donc, il est reconnu qu'on revienne à maladie maniaco-dépressive. Ce que lui voudrait qu'on fasse, c'est qu'on revienne à la dépression seule n'a aucune valeur. On ne sait pas quoi foutre avec ça. On peut être dépressif parce que notre chien est mort en termes de symptômes. On peut être dépressif parce qu'on a une tumeur du pancréas. On peut être dépressif pour plein de trucs. Lui, ce qu'il voudrait, en gros, c'est que on revienne dans le DSM à l'intégration de validateurs externes. Et donc, moi, j'ai un trouble bipolaire, pas parce que il y a un moment, je suis dépressif, parce que la majorité des gens qui sont dépressifs à un instant T n'ont rien à voir avec la bipolarité. Je suis bipolaire parce que j'ai des symptômes qui sont cohérents dans le temps, avec des antécédents familiaux, une réponse au traitement, une physiopathologie à peu près pertinente et spécifique, tu vois, avec les altérations de cycle, etc., etc. Et c'est ça qui manque. Et vraiment, c'est ça qui manque. Tu parles du TDAH, là. Oui, parce que au fur et à mesure, la définition s'élargit un peu. Tu vois, on a rajouté l'impulsivité. Il y a les experts qui militent pour qu'on rajoute l'impulsivité. Le problème, c'est que quand une fois que tu as un trouble psychiatrique, l'impulsivité est présente assez souvent, quel que soit le trouble. Et quand tu as un trouble psychiatrique, les problématiques de concentration sont présentes extrêmement souvent. Eh ben oui, c'est aussi. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je dis oui, pas parce que je suis spécialiste, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est ce que j'ai lu à droite à gauche. Ah ben c'est ça, ouais. Donc en fait, tu regardes sur les bipos, il y en a qui ont un TDAH, il y en a qui ont des problèmes cognitifs, il y en a qui machin, il y en a qui bidule. Et donc c'est ça le truc, c'est que le TDAH est le trouble où tu peux être intéressé par le médoc parce qu'il y a des phénomènes socioculturels. Tu peux être identitaire. T'as qu'à faire TikTok TDAH pour se rendre compte qu'il y a une valeur identitaire. Existe aussi dans le TDAH, il n'existe pas que dans le TSA. Alors il est différent parce qu'on n'est pas attaqué quand on critique le TDAH, contrairement au TSA où on se fait défoncer. Non, mais pas toujours. Après, c'est pas toujours. Mais donc alors attends, on a donc le trouble bipolaire. Donc pour moi, il y a la maniaco-dépression, il y a la schizophrénie, il n'y a absolument aucun doute. Problème, c'est que la schizophrénie et la maniaco-dépression, en fait, ça répond pas du tout aux critères de validateur sur le plan génétique, parce qu'il y a des gens qui ont, dans la maniaco-dépression, des problématiques psychotiques qui surviennent, tu vois, des gens qui délirent complètement, mais ils n'ont rien de schizophrène.
Et la schizophrénie, il y a des problématiques d'humeur qui est très fréquente. Donc en fait, probablement que quand je te dis ça, c'est plus mon avis à moi. Tu vois, je sais pas si ça résiste aux études génétiques. Je pense qu'il y a un sous-type de TDAH qui gagne en validité et en fiabilité quand tu mets des problématiques hyperactives, tu vois, d'hyperactivité motrice, tu vois. Pas parce que les autres sont pas atteints, hein. Je te parle juste de, mine de rien, c'est objectivable, tu vois, c'est observable. C'est quand même plus simple. Vraiment, c'est plus simple. Il y a le trouble panique, il y a l'état de stress post-traumatique, il y a le trouble borderline, il y a l'autisme. Aujourd'hui, il y a dans cette espèce de brouhaha massif là, Kanner, tout le monde, il y avait une validité, une fiabilité extrême. Une fois que tu étais diagnostiqué, c'était bon. Hein, tu vois, mais parce que c'est ça que je saisissais pas par rapport à la liste que donnent aussi Gamy et Frances, qui ressemble un peu à la tienne. C'est-à-dire, je saisissais pas pourquoi on disait il faut revenir à la liste des 14 de 78, sauf que la liste des 14 de 78 ne contenait pas l'autisme, et on rajouterait l'autisme, mais on pourrait pas rajouter le TDAH. C'était ça que non, parce que du coup, la différence en termes de fiabilité sur l'autisme, avant qu'on intègre tout et n'importe quoi, la fiabilité sur l'autisme, elle est plutôt très bonne. Hein. Je veux dire, il n'y a pas. Oui, mais en termes de l'autisme prototypique de Motran ou de Kanner. Alors après, c'est toujours le problème. Et là, c'est même pas un problème que de psychiatrie. C'est-à-dire que dans la médecine, il y a la question de la sensibilité, de la spécificité qui est tout le temps là. Tu veux un diagnostic qui soit sensible et donc que tu arrives à détecter dès que tu as un souci. On est d'accord? Oui. Mais tu veux qu'il soit spécifique parce que tu veux pas que ce test s'allume alors que les gens n'ont rien. Okay? Donc, par exemple, la coronarographie, quand tu fais un infarctus. Petit flop is that? Ah, c'est quand tu fais un infarctus. Là, quand tu fais un infarctus, tu vois, il y a les vaisseaux qui se bouchent. Du coup, le cœur se nécrose et c'est les artères coronaires qui vascularisent le cœur. Donc, si tu fais un infarctus, tu mets ton petit tuyau, tu vois que c'est bouché, c'est très sensible. On est d'accord? Tu rates pas trop. Le problème, c'est que tu peux pas te servir de ça comme test parce que tu vas pas faire des coraux à tout le monde. On est d'accord? Oui. Donc, tu fais un proxy. Tu peux faire un électrocardiogramme qui est plus facile pour tout le monde parce que tu as juste à brancher des petits catchs là et voir ce qui se passe. Mais du coup, c'est moins sensible. Il y a des capteurs que tu vas, des infarctus que tu vas rater. Et donc, c'est toujours un peu cette espèce d'échange, tu vois, entre qu'est-ce qui est spécifique, qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui est machin. Et donc, effectivement, c'est très clair. Plus tu augmentes la spécificité du texte, du test, moins tu es sensible. Et donc, tu en rates effectivement un paquet. Donc, il y a un équilibre à faire là. Et je dis pas que, et c'est pas ce qu'ils disent, hein. Ils disent pas, il faut mettre ces diagnostics, c'est ceux qui sont valables. Ils disent, ou ils pensent, il faudrait remettre ces travaux en œuvre pour essayer de progresser parce que la discipline ne progresse pas. Dire le retard au diagnostic du trouble bipo marche pas. On prescrit des neuroleptiques, on a rendu des patients obèses, on a tué des patients avec des neuroleptiques alors que la justice n'était pas justifiée. Enfin, c'est un vrai problème. Moi, je peux pas discuter du tout avec toi. Enfin, je peux pas. Tout ce que tu vas me dire sur la pharmacologie, je vais te dire oui parce que je connais absolument rien. Donc, je suis un très mauvais. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces 200 et quelques, je sais plus le chiffre qu'il a sorti Gamy, de ces 200 et quelques troubles, pathologies, maladies qui sont en plus de ces 6 alors? Ah tu les vires, tu les supprimes. Tu mets. Il y a bien des gens qui sont diagnostiqués avec ça. Oui, mais tu mets unspecified diagnosis until further notice, tu vois. Pour les moments, tu vires. On ne sait pas si c'est du flan ou du cochon. Je t'imagine, on a un nombre limité de chercheurs, on a un nombre limité d'argent. Il y a des diagnostics qu'on a zéro info. On a zéro info. Je veux dire, le gars du DSM avait peur qu'il y ait trop de troubles bipolaires. OK? Et du coup, et je crois que c'est Alain Frances, sauf erreur de ma part, hein, il avait peur qu'il y ait trop de troubles bipolaires. Et du coup, il a créé la case diagnostique troubles disruptifs avec dysrégulation émotionnelle. Ce qui est un bon exemple, c'est, c'est un bon exemple de diagnostic faux, pas parce qu'il a été créé avec les doigts, parce qu'en fait, si tu regardes quel gosse a ça dans la famille, qu'est-ce qu'ils ont comme antécédent et comment le gosse évolue, en fait, c'est hétérogène, il y a tout et n'importe quoi. Donc, tu vois bien que c'est une pure merde. Mais il a créé cette case parce qu'il avait peur que les psychiatres diagnostiquent trop le trouble bipolaire.
Il y a que en psychiatrie que tu peux faire ça. Est-ce que tu imagines le leader n'a pas confiance en ses praticiens au point de créer un trouble de nulle part comme ça et après venir se foutre de la gueule du monde en disant on a créé des troubles. Tu te fous de ma gueule. Oui. Je sais plus si c'est le 5 ou si le 4. Mais tu vois, il n'y a que psychiatrie qu'on a ça. Donc quand je te dis la psychiatrie a un problème, même ses leaders te diront que ben oui, il y a un problème. Il y a que t'as ça nulle part ailleurs en médecine. Mais en dehors de restreindre les trucs, parce que là, ça fait quand même 1h30 qu'on parle, en dehors de restreindre les trucs, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que l'approche dimensionnelle serait la meilleure et l'approche de psychiatrie de précision? Mais on a tous une approche dimensionnelle. Il n'y a personne qui a une approche catégorielle. Les seuls que j'ai vu avoir une approche catégorielle en pratique, moi, c'est les gens sur les réseaux sociaux qui comptent les critères. Je l'ai vu que là. C'est pas parce que tu as des cut-offs que ça s'arrête d'un moment à l'autre. Personne fait ça. Personne fait ça. Tu es obligé d'avoir des critères parce que, alors je sais qu'en France, je fais pas de politique, mais moi j'ai l'impression qu'en France, il y a une espèce de courant idéologique qui fait comme si on avait de l'argent à flot, des ressources à flot. Donc par exemple, quand tu dis tout le monde pourrait se diagnostiquer autiste, vu que la prise en charge première dans l'autisme, c'est soit des adaptations, soit des aides, soit de la thérapie qui coûte un paquet de pognon. Si tu fais ça, tu as intérêt à appeler la Banque Centrale Européenne parce que ça va te coûter un paquet de pognon. Ça va coûter un paquet de pognon. Donc, tu peux faire une approche dimensionnelle, il n'y a pas de problème. Mais à la fin de la journée, il y a des réponses très simples auxquelles il faut avoir. Une réponse, c'est est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que c'est remboursé? Et comment? Et si tu n'as pas ces réponses, tu peux aller te faire foutre. Donc, si tu dis on fait une approche dimensionnelle, il faut que tu crées un système de remboursement dimensionnel. Le DSM et la CIM répondent aussi à des objectifs économiques de comment est-ce que tu rembourses derrière. Et donc, tu peux pas juste virer et contre. Ce que tu pourrais faire, c'est dire, OK, on se sert du diagnostic DSM pour coder, pour rembourser, parce qu'il le faut, et on crée un autre système plus valide et plus souple. Parce que là, si tu changes les critères DSM, faut rappeler, enfin, c'est le foutoir. Faut revoir tous les logiciels des hôpitaux, c'est le bordel. Tu crées un autre système plus valide et plus souple que tu peux changer. Mais c'est pas un peu ce qui se passe. Je pensais, j'avais cru comprendre que le truc pour coder à l'administration, c'est avec la CIM 10 et par contre, il y a beaucoup de gens qui font leur diagnostic avec le DSM 5 ou la CIM 11, mais par contre, ils doivent coder avec la CIM 10. La CIM 10 et le DSM 5, la CIM et le DSM, c'est kiff bourrico. Oui. C'est kiff. Donc les deux sont catégoriels purs et durs. Je pense qu'il y a un peu plus de dimensionnalité dans le DSM 5. Non, regarde après, tu peux mettre de la dimensionnalité en disant c'est un trouble modéré, un trouble machin, un trouble bidule. Mais à la fin de la journée, c'est utilisé comme ça. Et tu regardes les diagnostics les plus utilisés, c'est non spécifié. C'est grosso modo, il a un trouble de l'humeur non spécifié. Moi, quand je cote, c'est que ça que j'aimais quasiment. C'est très rare d'avoir des gens avec des problématiques textbook, phase euphorique, machin. C'est rare de ouf, quoi. Est-ce que ça réglerait le problème des Olympiades du diagnostic différentiel de se baser que sur 7 diagnostics existants? Ben, moi, encore une fois, c'est pas 7. Si jamais tu refais les études et tu vois qu'il y en a 12, t'en mets 12 oui, ou machin. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est une catastrophe. Et on se rend compte que la mortalité explose. Mais c'est le principe de la science. Tu dois remettre en question tes pratiques si elles sont pas jugées satisfaisantes. Le consensus est massif. La psychiatrie n'est pas jugée satisfaisante. Il y a un mouvement anti-psychiatrie qui tombe dans des extrêmes un peu glauques. Là, on est là pour contrôler la population. Bon, okay. Mais ils ont aussi des arguments qui sont tout à fait valables que t'entends que là-bas. Je veux dire, t'entends ça que là-bas, quoi. Et c'est dommage. Et Hailey se fait le porte-parole un peu de ça. Et il y a des trucs qui sont vrais. Psychanalyse, Hailey, justement. C'est ça aussi qu'il faut voir aussi. T'as aussi tout le courant psychanalytique qui essaie de placer ses pions au milieu. Parce que la psychanalyse aujourd'hui, toi, tu vois pas ce que ça peut être la psychanalyse aux États-Unis. Moi, je sais qu'il y a des psychologues psychanalystes ou des psychiatres psychanalystes. Je pourrais leur confier mon gamin sans me poser une seconde la question de s'il est bien pris en charge ou pas. Jamais. Ouais, je sais. Non, je rigole. Je sais. Et moi, c'est une psychanalyse qui m'a sauvé. Hein. Moi, il y a une psychanalyse. Après avoir vu je sais pas combien de psychologues ou je sais pas quoi, j'ai vu une psychiatre psychanalyste.
lui ai dit mon truc. Elle m'a dit en 5 minutes, elle m'a dit, écoutez, monsieur Sicard, vous allez voir mon collègue parce que vous avez un trouble de l'humeur et moi, je gère pas ça. Enfin, il y a encore une fois, on est en France et la recherche en France, c'est minable. C'est minable. En psychiatrie, c'est minable. Tu me parles de Motron, je sais même pas qui c'est, honnêtement. Je ne lis rien en français. Et Motron, il est considéré comme une sommité internationale, justement. D'ailleurs, il est français, mais il travaille depuis plusieurs dizaines d'années. Il s'est expatrié à Québec, au Canada, pour fuir la pression de la psychanalyse, justement, sur le TSA. Et il est considéré comme une sommité internationale. Je l'ai pas lu. Alors, après, je lis pas forcément le nom de tous les auteurs, mais enfin, je veux dire, tu vois, il y a par exemple Franck Ramu qui publie en France, et quand il dit des trucs sur le DSM, il y connaît rien. Ça passerait jamais ailleurs. Ça ne passerait jamais ailleurs. Il faut pas insulter une de mes idoles. Mais je sais, et j'ai rien contre lui, honnêtement. J'ai rien contre lui. C'est juste que vu que le niveau est bas, ça progresse que dalle. Et il y a un espèce d'îlot. Tu veux vraiment que je laisse ce passage-là où tu dis ça sur Franck Ramu? Mais je l'ai déjà dit, il m'a bloqué sur LinkedIn, là. Ah, pardon. Il m'a bloqué. Il a écrit, je crois, les critères de la dépression sont dans le DSM, ils sont valides et répliqués. Non, mais attends, laisse tomber, quoi. Donc, il a parlé, il connaît pas. La psychologue que t'as Stéphanie machin, là, c'est pareil. Je veux dire, elle connaît rien et c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'on peut pas dire aux gens qui connaissent rien, c'est pas possible. Mais si, moi, je connais rien. Moi, je connais rien. Je n'y connais rien. Tu connais rien, mais tu contredis une personne en lui disant qu'elle connaît rien. C'est là. Oui, parce que moi, ça me paraît dingue. Je veux dire, tu vois, Gamy, il a passé sa vie à faire de la validation clinique. Et dans les critères de validation clinique, il y a la génétique. Il a publié. Oui, parce que c'était sur un post sur la génétique. Il a fait des recherches, il a bossé avec des machins et des bidules. Et Gamy, il a été connu tout seul, sans labo. On l'a pas propulsé. Okay. Ses formations, il les a vendues après avoir été connu. C'est pas à Barclay. Okay. Et donc, il a passé des décennies sur ça. Et il y a Stéphanie Machin qui donne des phrases, tu vois, il faudrait regarder la génétique comportementale, machin. Et tu vois qu'elle connaît rien. Et c'est pas grave. Et tu lui dis, c'est son champ d'exploration depuis quelques années maintenant. Oui, mais ça fait 3 ans qu'elle regarde. Et je te jure, en 3 ans, c'est comme, moi, 3 ans en génétique, machin, c'est comme si tu mouillais tes couches encore. C'est pas grave. Mais c'est d'un compliqué, tu n'imagines même pas. Et du coup, en France, pour moi, il y a un paquet d'experts qui ne se rendent pas compte d'à quel point on connaît rien. Et moi, je me suis fait avoir. Honnêtement, je me suis fait avoir. J'ai fait de la psychiatrie française à l'ancienne. Mais en plus, mais ces personnes-là que tu cites, elles se basent pas sur les études françaises. Elles se basent pas sur la recherche française. Elles se basent aussi sur la recherche internationale et sur la recherche anglaise, américaine. Mais oui, mais tu peux pas juste lire de la recherche comme ça. Tu vois, faut que tu aies une idée de l'histoire derrière. Faut que tu puisses critiquer les articles. Faut que tu aies des stats. Faut que tu aies des connaissances de maths. Si tu veux lire correctement, c'est un boulot de ouf. C'est un boulot de ouf. Et si tu ne fais que lire et que chercher sans voir de patient, t'es perdu d'avance. C'est ce qui se passe, à mon avis, avec Ramu. Je pense qu'il voit pas de patient et du coup, des fois, il dit des trucs qu'il se rend pas compte. Et encore une fois, je veux dire, mais c'est vrai qu'on n'a pas insisté sur cette histoire parce que c'est pas parce que ça m'intéresse pas la dépression du tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, j'ai pas vraiment compris. Enfin, si tu as expliqué un tout petit peu pourquoi la dépression c'était pas quelque chose de valide. Mais est-ce que tu pourrais expliquer ça? On va prendre encore 5 minutes, s'il te plaît, pour nous. Ah bah tu me dis quand t'en as marre, on se casse. Pour nous expliquer c'est quoi le problème de la dépression? Parce que le problème de la dépression, ça existe. C'est ça que je comprends pas. Alors, ça existe, il y a aucun doute. Mais l'épisode dépressif caractérisé, ça n'existe pas. C'est-à-dire, excusez-moi. Alors, en plus, il n'y a qu'en France qu'on a mis ça. Dans le DSM, c'est Major Depressive Disorder. Oui. Et en France, ils ont mis épisode dépressif majeur. Ça leur allait pas. Il y avait un peu de psychanalyse qui gueulait. Du coup, ils ont dit. Même dans le DSM, je l'ai montré la dernière fois dans la vidéo, le fameux chiffre kappa, la coefficient kappa, il est bas même pour le. Mais oui. Un des problèmes, et honnêtement, ça peut suffire. C'est-à-dire que les psychiatres ne sont pas d'accord. Dans plus de la moitié des cas, les psychiatres ne sont pas d'accord pour dire si quelqu'un a une dépression ou pas. Mais vu qu'on file des alors, excusez-moi, ils pensent que c'est quoi? Ça peut être virtuellement n'importe quoi d'autre. Ça peut être un trouble anxieux généralisé et tu regardes que les deux se regroupent tellement
qu'en fait, on se plante. En fait, on se plante, tu vois, ne serait-ce que ça. Vu que les antidépresseurs sont prescrits aux États-Unis pendant parfois 10 ans, ça pose un problème de ouf. Si tu veux que c'est de ouf. Oui. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est que quelqu'un qui est dépressif peut avoir un trouble maniaco-dépressif, mais on passe à côté. Ça peut être un état de stress post-traumatique. En fait, la dépression clinique est la voie finale commune d'énormément de choses. Et le DSM à la base voulait qu'il n'y ait aucune étiologie. Tu vois, ils avaient dit ras-le-bol avec Freud, là, on casse les couilles. On va dire que ce qu'on voit et il n'y a aucune étiologie. Et c'est un succès. Mais du coup, tu te retrouves à catégoriser des gens comme dépressifs et mettre des antidépresseurs alors que c'était pas ça du tout, tu vois. Et c'est un problème de santé, de santé publique. Tu veux dire en gros que c'est la dépression seule qui existe peu. La dépression telle qu'elle est décrite dans le DSM n'existe pas. Et en fait, dans le DSM, ils ont fait des trucs, tu vois, qui sont assez ouf. Ils ont mis des symptômes, mais il y a des troubles où ils voulaient pas que ça se recoupe trop. Donc, par exemple, dans l'état mixte, c'est quand tu es à la fois maniaque et dépressif, un des premiers symptômes, c'est d'être vénère. Les gens, ils sont vénères de ouf. Mais vu que l'irritabilité et les problèmes de concentration étaient déjà présents dans d'autres troubles, ils ont dit on va les virer de cette liste-là. Donc, ils ont sacrifié la validité pour avoir de la fiabilité. Et en fait, c'est plein de trucs comme ça. Il y a des exemples comme ça de tous les côtés, quoi. Il y a des exemples comme ça de tous les côtés. Et donc, dans le DSM, que tu aies une idée suicidaire qui te passe par la tête comme ça dans la journée, ou alors que tu aies voulu te pendre la veille, tu cotes 1 dans ce critère-là. Et donc, il y a plein de trucs qui font que, effectivement, c'est juste pas fiable du tout, quoi. Donc, quand les gens disent la dépression est une vraie maladie, pas tel que c'est dans le DSM. Je suis désolé, pas tant que. Et donc, quand tu as Le Monde après qui avec IFOP, là, fait une étude pour les jeunes où il y a les critères du DSM avec le questionnaire Pieskunan, et il y a 25% des gens, voire plus 50% dans une région, on dit ils ont de la dépression, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc en fait, on a d'un côté des gens qui voudraient que quelque chose soit une maladie, et toi tu dis c'est pas une maladie, enfin toi et d'autres personnes qui voudraient pas que le TSA ou que le TDAH soit des maladies, alors que toi tu dis c'est des maladies. Enfin, c'est assez marrant la situation. Pour moi, tu peux, faut que ce soit utile. Faut que la maladie et sa classification soient utiles. Faut qu'on ait une intervention à proposer. Tu peux pas laisser rentrer tout le monde parce que ça coûte trop de pognon et que de toute façon on n'a pas d'études sur ces gens-là derrière. C'est pas possible. Honnêtement, je pense que c'est pas possible. C'est santé mentale grande. Oui, santé mentale grande cause, et tu dis souvent que c'est du foutage de gueule. Je pense que ça aura fait plus de dégâts. Honnêtement, je pense que ça aura fait plus de dégâts parce que on a ouvert les vannes en disant aux gens on va faire ci, on va faire ça, alors qu'il y avait déjà pas de quoi faire. Et donc oui, moi là, je te jure, moi j'ai des patients qui arrivent. Écoutez, mon fils s'est pendu en attendant d'avoir le rendez-vous. Et en même temps, je vois des psychiatres créer des formations pour autisme invisible, thérapie de bien-être. Attends, mais c'est 10 ans de formation. Moi, je vous ai coûté du fric. On n'a pas formé les psychiatres pour aller s'occuper de gens sur lesquels personne n'est d'accord sur la présence d'un diagnostic et sur lesquels on n'a aucune étude d'efficacité. Tu vois, je veux dire, mon gastro, là, j'ai mon fils qui a un problème cardiaque. J'espère que le cardio, il passe sa journée à réparer des putains de valves, tu vois, et que si jamais il est malade, il sera là. Je veux pas qu'il soit en train de faire de l'optimisation de bien-être, comment courir comme il faut pour devenir encore plus rapide, tu vois. Donc oui, moi je pense que ça aura été pire. Je pense que ça aura été pire que tout, à mon avis. Voilà. Mais en même temps, écoute, je sais pas quoi dire parce que moi j'avoue que nous on est complètement perdus dans tout ça. On est complètement perdus. Moi aussi. C'est pas qu'on ne sait à quel sein se vouer, mais c'est presque. C'est-à-dire que moi, quand je t'écoute, j'ai envie de te dire « Ah, je te crois, je suis entièrement d'accord avec toi ». Le problème, c'est que quand j'écoute d'autres spécialistes, j'ai envie de dire la même chose, puisque j'ai pas fait toutes Enfin, j'ai pas la formation que tu as ou tout ça. Donc, quand j'écoute plein d'autres spécialistes, j'ai envie de dire « Ah ouais, ils ont raison ». Quand j'écoute d'un côté les gens qui défendent un modèle plus restrictif de diagnostic pour le TSA ou pour le TDAH, je dis « Ah, ils ont entièrement raison ». Quand j'écoute de l'autre côté
côté les personnes qui, à juste titre, disent « Mais nous, les TSA invisibles, on souffre, on a une souffrance, ou les TDAH légers, on a une souffrance », j'ai envie de leur dire « Vous avez raison », je suis complètement perdu, moi, en fait. Eh ben, j'ai une réponse dont je suis pas mécontent. C'est pour ça que tu as des médecins. C'est pour faire le sale boulot. Tu vois, il y a des gens qu'il faut hospitaliser sous contrainte, sinon ils vont se buter. Personne ne veut faire ça. Pour autant, les deux discours sont entendables. À la fois, quand les gens sont décompensés, ils sont plus maîtres d'eux-mêmes. Et à l'opposé, c'est horrible de forcer les gens à se retrouver en pyjama, enfermés dans 4 murs. C'est inhumain. Oui. Et donc, en fait, le sale boulot arrive sur les médecins. Donc, moi, j'entends très bien le discours de il y a des gens qui souffrent et on peut pas les laisser dehors. Mais en fait, tout le monde est dehors là. Et je serai parmi ceux qu'il faut rentrer, ceux sur lesquels je sais que mon intervention est utile et que d'autres peuvent pas le faire. Parce que moi, de mettre du lithium à des gamins de 8 ans, je peux le faire, je suis formé pour. Si je le fais pas, il y a pas beaucoup de personnes d'autres qui le font. D'aller voir un gamin TDAH, peut-être un peu, et de proposer des exercices et de donner à manger un petit peu de thon avec des oméga 3 un jour sur 2, d'autres le feront. Et c'est très bien comme ça. Donc en fait, tu vois, c'est ça. Toi, t'as pas à choisir. T'as pas à choisir. Est-ce que ça veut dire que, on revient à la question de tout à l'heure, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait plus de spectre ou alors que ça serait... Bah, il y a toujours un spectre, par définition, il y a un spectre dans la nature. Mais où c'est que tu mets la limite des gens qui iraient voir les psychiatres pour un TSA et des gens qui iraient voir les psychologues pour un TSA? Alors, plus il y a d'offres de soins, plus c'est dur. On est d'accord? Ah oui. Mais là, en fait, si je veux voir tout le monde que je peux, je suis déjà toujours sur les gens graves de chez grave. Donc, pour moi, c'est facile. C'est comme quand je mets des médocs, tu vois, il y a toujours la question, ah, mais est-ce que c'est la maladie ou est-ce qu'il est juste un peu plus sur le spectre? Et c'est un vrai problème. Sauf que moi, les gens que je vois, ils sont graves de ouf. Donc, pour le moment, j'ai pas de questions à me poser, c'est simple. Et du coup, moi, ce que j'aimerais bien, effectivement, c'est que le gouvernement, la santé, la psychiatrie au sens large, honore ces gens qui vont le plus mal, pour lesquels ils sont efficaces, et c'est les seuls qui peuvent faire. Parce qu'un bipolaire sans lithium, en moyenne, ça se passe pas bien. Un bipolaire non traité, ça se passe pas bien. On est d'accord? Un TSA invisible avec un haut QI, le pronostic est nettement meilleur. Et en plus, le psychiatre sait pas quoi foutre avec. Mais donc, ça peut pour moi, c'est juste ça. Un TSA invisible. Mais ça peut toujours partir en vrille, mais quand. Et des comorbidités. Mais ça peut partir en vrille. En fait. Mais ça peut partir en vrille et ça peut mener. Mais quand tu as une grippe et que tu vas chez ton médecin G, il te fout dehors. Oui. Si tu es très riche, tu vas à l'hôpital et il te fait une perf de vitamine C. Mais pour le commun des mortels, alors qu'une grippe, on peut en crever. Hein. On peut en crever. Et donc, en fait, ce triage, il est fait partout en médecine tout le temps. Tout le temps. Je veux dire, tout le temps. C'est quand même, enfin, je comprends très bien ce que tu dis, mais c'est quand même un discours qui peut choquer. Je comprends pourquoi beaucoup de gens sont choqués. Déjà que moi, le peu que je dis, qui est complètement presque à l'inverse de ce que tu dis, mais qui des fois, déjà les gens ils sont choqués. Alors, mais oui, mais je pense qu'ils sont choqués parce qu'ils sont complètement déconnectés. Moi, c'est pas qu'ils sont cons, hein, c'est qu'ils sont déconnectés. Et tout est fait pour qu'ils soient déconnectés. Tout est fait. Quand tu as le ministre de la santé là, dans le premier ministre qui dit, on va faire 5000 maisons de santé. Mais attends, tu vas mettre qui dans tes maisons de santé? Les hôpitaux sont vides, les structures déjà présentes sont vides, tu vas mettre qui? Que tu te fous de ma gueule. Et il y a quand même des gens qui sont contents et tu vois, on va voir ce qui se passe. Donc tout est fait pour que tu aies l'illusion d'avoir le choix de quand est-ce que je mets sur le spectre, où est-ce qu'il y a la limite, il faut accueillir la souffrance de tout le monde, etc. Mais c'est pas ça. La vérité, c'est pas ça. Vraiment, la vérité, c'est pas ça, quoi. Les conflits d'intérêts, c'est pas ça. Tu vois, moi, je vois, quand t'as des médecins qui touchent 150 000 balles du laboratoire pour un somnifère, une molécule, qui se mettent à écrire des recommandations sur le sommeil, je me dis, est-ce qu'on se fout de ma gueule, tu vois? Oui, mais le problème, c'est que quand tu dis des trucs comme ça, on a l'impression que tu t'alignes sur les discours complotistes. Tout ouais, ça. C'est le problème. C'est que. Le problème. C'est que moi, j'arrive pas à imaginer que ça soit tous les médecins comme ça. C'est ça l'histoire. Sinon, je penserais ça de toi. Bah, moi, tu peux voir ce que j'ai reçu des labos, hein. Oui. J'ai reçu 70 balles, j'étais forcé. Donc, tu peux voir, ça va pas grand-chose. Moi, je les aurais pris. Quoi? Non, mais c'était un repas de service et à la fin, il nous a dit, tu signes là, et le chef de service a dit, il faut être là. Donc, j'allais pas. C'était dégueulasse. J'espère que c'était bon. Mais voilà, enfin, il y a des sacrifices à faire. La sismothérapie, par exemple, tu vois, t'as l'antipsychiatrie qui te dira, non, c'est pas bon.
T'as les psychiatres qui diront non, il y a aucun problème, mais ça c'est pas vrai. Il y a de la nuance. Il y a des gens qui sont sauvés avec les électrochocs et il y a des gens qui ont eu des problèmes cognitifs dont ils disent ne pas s'être remis et c'est des soucis. Mais tu vois, toi tu me dis tu fais partie de l'antipsychiatrie, ça va plus loin. Il y a non, je pense pas que tu es antipsychiatrique. Je dis, on non, mais dirait que ton attends, discours s'aligne. mais ça va plus loin. Tu vois qui c'est la scientologie. Ah oui, bien sûr. Ils pensent que les psychiatres sont là pour dominer le monde. Bon. Ils ont une antenne en France qui est la Commission humaine des droits de l'homme, machin. Ah oui, je sais, elle m'a contacté, là. Il y a la meuf qui m'a contacté sur LinkedIn. Eh ben, elle m'a je comprenais contacté pas aussi. pourquoi la Ligue des droits de l'homme me contactait. Après, j'ai compris que c'était pas ça, que c'était de la scientologie. Mais imagine, elle m'a contacté, elle a dit, je suis entièrement d'accord avec vous sur la contention. Il faut que vous puissiez vous exprimer sur les antidépresseurs et les psychotropes qui sont là pour castrer l'humanité. Meuf, je suis le psychiatre de France qui prescrit le plus de médocs. De façon certaine, sur une année, je vois 45 patients par jour, je suis celui qu'on prescrit le plus. Est-ce que tu imagines à quel point elle est à côté de la plaque, la meuf? Ben oui, Eh ben, ceux qui disent « Oh, il est antipsychiatrie », c'est un peu les mêmes, tu vois. C'est pour moi des esprits un peu limités qui ont besoin de « lui, il est là, lui, il est là, lui, il est là », et tu vois, et quitte à forcer un peu pour faire rentrer le type dans la case, bon, pourquoi pas. Mais tu peux pas critiquer, dans ce cas-là, tu critiques pas le message, tu vois. Le post que j'ai fait sur l'autisme, là où il parle du suicide, franchement, je le trouve très intéressant. Les critiques que j'ai pour le moment, c'est « oui, mais t'es un homme, donc tu peux pas critiquer une femme ». Oui, mais t'es pas autiste, donc tu peux pas critiquer un autiste. Oui, mais c'est du mansplaining. Oui, mais machin. Mais enfin, c'est le discours qu'il faut préciser, critiquer. je sais pas si on l'a précisé, c'est un post oui, tu l'as dit tout à l'heure, qui reprenait une étude qui l'interprétait de telle manière que pour elle, l'autisme avait plus de suicides que la population. 2 à 8 fois plus, ouais. De décès par suicide. Et toi, tu disais, c'est pas ça que dit l'étude, en fait. Ouais. Et là, tu vois, tu peux pas ne pas être d'accord, en fait. Tu lis l'étude, tu vois que bon, bah, l'étude dit pas ça. Je dis pas que c'est faux ou vrai. Je dis que c'est un mensonge de présenter aux gens les données de cette façon-là, parce que ce n'est pas ce que dit l'étude. Et en fait, l'étude cite d'autres études qui ne sont pas du tout. Donc, pas de bol, elle cite une étude ou un moment où ils disent les décès en termes d'autisme sont élevés à cause de morts naturelles. Donc, tu vois, c'est gênant, tu vois. Donc, il faudrait dire, dans cette étude, on a trouvé des fois une majoration du risque de mort par suicide et il y a une étude au moins où il n'y a pas de majoration. Donc, on ne sait pas trop. Et tu vois, faut à mon avis, tolérer l'incertitude. Mais On alors, ne sait pas. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit, moi, quand j'ai été attaqué la semaine dernière, qui m'ont dit, oui, mais on peut pas à chaque fois critiquer parce qu'en fait, tout ce qui est dit dans ce sens-là, dans le sens d'une meilleure communication sur la souffrance de l'autisme, et on va l'extrapoler à d'autres trucs, mais là, ces gens-là parlaient de l'autisme, en fait, c'est pour éviter la souffrance. C'est toujours pareil, c'est pour éviter la souffrance. Donc, tu peux pas t'attaquer à ce genre de poste-là, parce que sinon, ça veut dire pour toi que tu penses qu'il ne souffre pas, en fait. Alors, moi, c'est le moment où, honnêtement, en fait, moi, je bosse avec des gens en médecine, en psychiatrie, qui ont ce défaut. Vu que tu fais ça, ça veut dire que tu penses ça. C'est faux. Je sais, ouais. On est d'accord, c'est faux. La majorité des difficultés interpersonnelles, c'est ça. C'est des gens qui pensent que vu qu'il a fait ça, il pense ça, du coup, ils réagissent à ce que les gens pensent. C'est des interprétations pures. Ouais. Bon, il est à la preuve parce que moi, je passe ma vie avec des patients malades mentaux graves. On est d'accord, hein, je veux dire, bien compris. Il y en a qui vivent dans la rue. Prouve-moi que tu améliores la vie de ces gens-là en beurrant l'arrêt avec de la sémantique. On n'est pas à court de sémantique. C'est plus une maladie, c'est un TND. On cherche plus l'amélioration, on cherche le rétablissement. Ah non, c'est pas la sémantique. Non, mais attends, pardon, je me suis mal expliqué. C'est qu'il disait que il vaut mieux être inclusif. Non, mais du coup, accepter le maximum de personnes plutôt qu'en rejeter pas mal. On n'est pas à court de sémantique et on n'a jamais montré que ça servait. Si tu dis il est addict, maintenant on dit il a un trouble de l'usage de l'alcool, on n'a jamais montré que de façon générale, ça aidait qui que ce soit. Oui, c'est clair. Mon propos, c'est qu'on n'a jamais montré de façon générale que de diluer les maladies mentales graves avec d'autres personnes sur lesquelles il n'y a pas d'études, pas d'intervention et pour lesquelles il n'y a pas d'argent, ça aide la maladie mentale. Moi, je pense qu'il y a une petite élite de bourgeois qui rentre dedans et que les gens graves, ils sont pas au courant.
Et mes patients, quand je leur dis c'est la santé mentale grande cause nationale, soit ils me regardent en disant ah bon, soit ils se marrent. Oui, après, nous, on est toujours dans une bulle de réseau, de toute manière. Nous, on a l'impression que tout tourne autour de ce qu'on pense et ce qu'on dit, mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui... Non, mais si tu vois, si au lieu de faire santé mentale, grande cause nationale, et de faire des putains de vidéos de machin, avec, devant le festival de Cannes, t'avais créé des maisons où les patients schizophrènes, SDF, pouvaient dormir, t'aurais pu aider les gens. Garantie sur facture. J'ai les preuves que ça marche. J'ai les preuves que ça marche, tu vois. Alors que de te faire le psychodon, on discute de qu'est-ce que c'est machin, de faire la TDH, la Autiste Academy, où tu as une personne qui t'explique comment inclure les autistes dans l'entreprise avec tes impôts, j'ai pas la preuve que ça marche. Hein. Et quand je vois ce qu'elle cite comme étude, je me dis, bah merde, il y a du fric qui est parti en l'air, tu vois. Et donc c'est pour ça que ça me gêne, moi. À richesse illimitée, tu peux faire ce que tu veux de ton argent et ton temps, je m'en fous. Quand t'as pas de pognon, je suis pas sûr que ce soit rendre service à qui que ce soit. Vraiment, je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas convaincu. On va rester sur ça. Je suis super content que t'aies et franchement, expliqué. Bravo, parce que moi, je trouve que tu t'en sors vachement bien. Alors, l'IA, c'est dingue, hein, parce que je trouve que les questions sont toujours intéressantes, tu vois. Et en plus, c'est vrai que tu arrives à rester vraiment neutre. C'est assez impressionnant, quoi. Alors moi, je t'avoue, chaque fois que tu dis, ouais, je précise, je ne suis pas expert, je me dis, oui, on sait, c'est bon, on va s'en remettre. Oui, mais c'est peut-être que ça t'aide vachement, ouais. Mais c'est vrai que c'est important parce que moi, il y a plein de gens qui me disent, vas-y, d'où tu parles, qui tu es. Et puis en plus, voilà, non, c'est super important que je dise que voilà. Et moi, j'adore ça. Je suis dans la recherche, en fait. J'essaie de comprendre, en fait. Ah ouais. Après, j'essaie de comprendre, quoi. Mais moi, j'adore ça. Si je serais prêt à payer très cher pour avoir un mec derrière moi, je fais un truc et paf, il me fouette. Ça me fait du mal, ça me fait du bien. Et il dit, Michael, c'est merdique ce que t'as fait. Regarde telle étude. Je serais prêt à payer un fric dingue pour faire ça. Parce que, tu vois, je veux bien faire, tu vois. Je veux bien faire. Et j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde sévère. Et j'essaye de faire le maximum pour pas en faire. Et c'est ça qui me drive, moi. C'est pour ça. C'est ça la diff. C'est pas, je veux former, on reconnaît pas assez de machin, tu vois. Je fais juste que les gens aient bien. Ouais. Et honnêtement, Gabi, il y a un peu de ça. À mon avis, il y a un peu de ça. Il me semble, moi, que la plupart des gens que j'ai interrogés avaient la même optique que toi, avec des points différents, des visions différentes. Mais... t'as des études assez claires. En fait, si tu files aux gens une demi-pâte lors d'un dîner, et paf, ça les biaise. Et c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique dépense autant. Ils sont pas cons. C'est pas juste pour le plaisir. Donc voilà, je pense qu'on peut pas faire l'économie et que plus t'es dedans, plus tu te rends compte qu'on boit du lait, de la pub au détriment des patients. Merci. J'espère que toutes les personnes qui ont été citées à moitié insultées auront l'occasion d'avoir leur droit de réponse. Moi, tu mets une demi-heure avec elles en vidéo et c'est parti. Hein. Mais je vais essayer d'éviter les rings. Ils vont pas le faire. Moi, je trouverais ça trop intéressant, toi. On va m'accuser de rechercher ça. Alors qu'en fait, moi, c'est vrai que moi, on me dit, tu recherches la polémique, mais moi, je recherche pas la polémique, je veux comprendre. Et il se trouve que je suis tombé sur un personnage comme toi qui propose des trucs, des pensées, des visions, qui fait des remises en question. Alors, c'est vrai que tu as un côté provocateur et tout, mais j'en ai pas trouvé d'autres, si tu veux. Dans ma bulle, je suis tombé sur toi. Mais t'imagines, c'est quoi les chances qu'il y ait qu'un seul type qui soit pas d'accord avec le consensus, alors qu'il est, tu vois. Effectivement. Donc, à mon avis, il y a un petit souci. Ok. Voilà, c'était The Entretien avec Michael Sikorav qu'on remercie. Rendez-vous au prochain épisode ou en live. Et si cela vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas que vous pouvez vous aussi apporter quelque chose à Intensément en devenant contributeurice. Merci Intensément. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud.